Émission 792. Cette semaine, New Fantastic Four, Hell in a Handbasket. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, le mystérieux étonnant. Allô? Ça crépite. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ça veut dire tout. Tout. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont vu le film La Bamba. On vous dira pas lequel. Attends, non, c'est la lambada. Ah non, j'ai pas toute ma tête, là. Okay, hey, je l'ai compris. C'est ça tu l'as compris, merci. Le premier, ce n'est pas une suite à un gars, une fille ou à la petite vie qu'il veut voir, mais à Cormoran. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Salut. Cormoran, quoi, dans les années 80? Tu sais, la nouvelle génération de cette génération-là qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. En fait, je pense que ce serait, si on connu, ça serait peut-être celle des années 50, 60. 50-60, les enfants de ces les descendants d'eux. Parce que ça se passait dans les années 40, Cormoran. Oui, c'est ça. C'était entre les deux guerres. Donc, c'est genre fin 37, 38. Puis jusqu'au début de la guerre. Mais si tu avais vraiment une suite d'une télésérie québécoise qui est passée dans les années 80-90, même voire début 2000, que tu voudrais une suite, là, que tu voudrais vraiment voir une suite, ça serait quoi? Aïe, honnêtement, là, je suis en train d'écouter à plein temps. Ouais. Puis je suis quasiment au niveau... Je pense que j'aime ça au premier niveau. Tu veux dire que tu aimes la série pour ce qu'elle est, tu l'écoutes pas ironiquement? À la base, oui, mais il y a quelque chose dans cette série-là, c'est genre la différente vie de gens dans un building, puis la communauté qu'il y a là-dedans. Ouais. Puis, je sais pas, j'aime l'ambiance, puis j'aurais le goût de revoir un reboot de tout ça. Il faudrait que ça soit... Ça serait gothy, mais je pense que ça marcherait. T'sais, si on a la suite d'un gars et une fille, si on a la suite de la petite vie qui s'en vient sans moment, tout est possible rendu là. C'est ça, tout est possible. Je pense qu'il faudrait peut-être plus l'updater puis que ça soit un petit peu self-aware, pas trop, mais tu sais, genre qu'il y ait des clins d'œil au fait que c'est des marionnettes, tout ça, mais... je pense que, tu sais, ça, là, mettons, la fille de Madame Bourrette qui est rendue à l'âge de Madame Bourrette, qui a hérité de l'appartement, puis qu'elle a, hérité, en tout cas. Elle a repris le bail parce que le propriétaire véreux allait augmenter le loyer. C'est ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui arrive avec le couple Gildor Roy, Suzanne Champagne? Puis, ceux qui ont eu une marionnette comme enfant, c'est ça? Ouais. Parce que là, il faut le dire à la maison, si vous êtes de notre âge, Simon et moi, vous savez qu'à plein temps, c'est une série, pas un sitcom, mais une télésérie québécoise, comme une dramatique, là, comme il y en a plein au Québec depuis toujours, mais qui mettait en vedette des vrais acteurs et des marionnettes, mais c'était jamais adressé, c'était des personnages à part entière. C'est pas une joke, ça a vraiment existé, cette série-là, dans les années 80-90, à plein temps, là, c'était quelque chose. Moi, je me souviens, jeune, à l'école primaire Sainte-Claire à Brossard. Charlotte à Sainte-Claire. Il y avait le mari... À Pénis-Longueuil? Oui, Pénis-Longueuil, ça, c'était à Pierre Brosseau. C'était plus tard. Oui, c'était plus tard, ça. C'était un autre... Plus tard, les dramatismes. Mais c'était le mari de la dame qui faisait des illustrations qu'on voit en ouverture d'à plein temps, était venu nous parler. J'ai jamais compris pourquoi c'était pas elle qui était venue. C'est elle l'artiste. C'est elle l'artiste, puis c'était lui qui était venu. Je sais, il était quand même assez âgé dans ma tête, fait que peut-être qu'il était décédé. Mais je sais pas si tu te souviens. Peut-être qu'il l'a remplacé parce qu'il était malade. Peut-être une affaire de même. Il a la minute, puis moi, dans ma tête d'enfant, j'ai pas compris la différence. Là. Mais il était venu, puis il expliquait que quand parce qu'elle a fait plein d'autres toiles, elle n'a pas juste fait l'ouverture d'à plein temps, quand il y a des cordes à linge dans ses compositions, c'est parce qu'elle était fascinée que le monde présente leurs vêtements, leurs sous-vêtements aux yeux de tous, parce qu'elle était d'origine japonaise, donc pour elle, c'était pas coutume. Oui, c'est ça. Ça l'avait marqué. Exact. Donc les bobettes qui volent au vent, c'était pas son genre. Non, c'était ça, les bobettes. C'était pas son jam. C'était pas son jam. Fait que bon, on passe à plein temps. Mais toi, t'en aurais-tu une? Série câble, là, n'importe quoi. Là. Moi, je verrais, là, puis tu sais, je pense pas que ça arrive, quoique maintenant, on sait plus, là. J'aimerais ça, un genre... D'un, tu fais pas une série complète, OK? Tu fais un genre de mini-série, comme quand ils ramènent Curb ou quand ils ramènent Dexter ou une affaire de même. Pas une série complète, une petite série.
Et c'est une suite aux Invincibles. OK. Tu sais, que ce soit les enfants, ce monde-là. Mais en même temps, c'est tellement une fin parfaite. Je veux même pas y toucher. Ouais, Je veux même ça. pas y toucher. J'ai pas écouté tant de téléséries québécoises, fait que je pourrais pas dire... Ah, regarde. Ben, ils vont le faire, là, en quelque sorte, là, à Nouveau, la chaîne Nouveau. Un genre de mini-reboot, 4 épisodes de La fin du monde est à 7 heures. Ah! Tu sais, avec la formule puis l'original crew. Ça pourrait être pas pire. Ça pourrait être pas pire. Ouais. Ou, tu sais, ça pourrait être quelque chose contre le bye-bye. Ben, pas contre, là, mais dans le sens... C'est un spécial du jour de l'an de La fin du monde à 7 heures. Oui. Fait que, tu sais, genre, ils font ce qu'ils faisaient d'habitude, mais qui parlent de tout ce qui s'est passé pendant l'année. Exact. Ou ils font en 2023, bye-bye 2023, parce qu'on sait déjà que c'est une année de merde, 2023, là, Simon aussi. On sait que le bye-bye de 92 vu par 2023. Ah oui. Fait qu'on ramène Patrice Lécuyer, Dominique Michel, puis tu sais, toute l'espèce de... Dominique Michel! Il faut l'assumer jusqu'au bout. Okay. On ramène tout le crew, on amène les gens qui sont dans une salle, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont enregistré ça, mais qui sont là, puis qui mangent, puis qui boivent en écoutant le bye-bye. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, il y avait ça dans le temps. Ah, mais c'était live. Mais toi, tu parles des danseurs, là, qui... Non, il y avait du monde. Tu parles pas des live. Là. Non, il y avait des lives où il y avait des parties du bye-bye jadis où il y avait un public sur place. Ouais. Tu te souviens de ça? Puis, j'étais fasciné quand j'étais jeune. Je me disais, mais là, ce monde-là, ils ont assisté à ça à quand? Puis, c'est où ça? Je me posais bien des questions. Ah non, je le sais. Attends, j'ai dit Lécuyer. Je veux que Lécuyer fasse un 4 retour de son talk show Lécuyer. Qu'on refait ça au La Tulipe comme dans le temps. La salle La Tulipe. Okay. J'aimais ça, Lécuyer, quand j'étais jeune. J'aimais ça beaucoup. Allez, on va quitter cette tangente-là. On sera rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail dans une librairie qui vend des BD ici à Montréal, puis il va se joindre à nous plus tard. Juste petites annonces. Ça se peut que vous nous écoutiez en ce moment en retransmission vidéo comme tous les lundis, puis qu'il y a du petit crépitement. C'est dû au fait que j'ai pas le même ordi que j'avais il y a 2 semaines parce que j'ai perdu mon emploi et c'était mon emploi qui me prêtait une machine. Ils ont récupéré bien sûr la machine. Donc j'ai un vieux laptop auquel je me réfère, auquel je me rabats pour pouvoir faire le show. Donc, ça se peut que la version vidéo soit pas aussi intéressante au niveau de l'audio qu'habituellement, aussi bonne, mais la version podcast, pour l'instant, est assurée parce que j'ai un petit backup à côté. Donc, on vous invite, comme toujours, à écouter cette version-là. C'est celle qu'on préconise de toute manière. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça va bien. Je t'inviterais, par contre, à baisser un petit peu ton son parce qu'on t'entend respirer style la petite Pipi dans Pipi Fanny dans François Pérusse. Mais là, ça va. Je pense que tu as réussi à régler le problème. Voilà. Sinon, petite annonce vraiment rapidos parce que je vais vous faire une mise à jour puis j'ai besoin d'en parler. J'en ai parlé à Simon avant l'émission. En ce moment, c'est un des pires moments de toute ma vie. J'exagère pas. Je suis fucking stressé parce que c'est comme une conjoncture d'événements qui fait que tout arrive en même temps. En partie par le fait que j'ai perdu ma job, puis que là, ça se peut que je sois pénalisé. Je dis ça se peut, ça ne veut pas dire que je sois pénalisé à cause que je reçois, ou plutôt les mystérieux étonnants reçoit de l'argent du Patreon, mais comme c'est une compagnie qui est à mon nom et on n'est pas incorporé, ça tombe dans mes finances. Donc, il y a éventuellement quelqu'un, peut-être demain, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 mois, parce qu'il y a encore des retards au niveau de la file d'attente au niveau de l'assurance emploi. Il y a qui va m'appeler et il va essayer de voir comme « Hey, c'est-tu ta job? Puis cet argent-là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? » Puis ils vont déterminer si je dois l'utiliser pour moi-même ou si il reste dans le coffre des mystérieux. Puis tout ça est en l'air. Ça fait 2 semaines que j'ai pas de job. Ça fait 2 semaines que j'ai pas d'argent qui rentre. C'est fucking stressant. Fait que je suis là, je voulais vous le dire, parce que ça se peut que ça affecte ma performance. Puis si je commence à pleurer, c'est à cause de ça. Je vous invite pas à arrêter de donner au Patreon. Au contraire, je vous invite à continuer si vous avez l'opportunité de le faire, parce qu'il y a quand même des beaux cadeaux qui se donnent en échange. Mais ma tête est là en ce moment, puis ça se peut, j'ouvre la parenthèse, là, que peut-être dans les prochaines semaines, il y a un lundi, ça n'arrivera pas, les mystérieux. Puis si ça n'arrive pas, ça sera la première fois en 17 ans d'existence. C'est parce que je file pas. Je vraiment tu peux pas. prendre un break, hein, tu sais. Je suis un gars résilient, mais j'ai de la misère à dire non. Je sais bien, mais un moment donné... je sais, mais ça peut faire du bien. Mais je comprends aussi pourquoi tu le fais, parce que... Ouais. C'est disons, une source de normalité dans un moment très, très chaotique là, pour moi. Fait que je continue, mais c'est pas évident. Donc, il y a ça. Patreon, je vous invite à continuer quand même. Je vais vous tenir au courant par rapport à la situation. Aussi, si vous avez une job pour moi,
Je vous ai décrit ce que je faisais la semaine passée. Je fais du graphisme, je fais un peu de gestion de projet, montage audio-vidéo. Je suis un gars d'équipe, je crois. Quand je suis dans une bonne équipe, je pense que je suis capable de trouver ma place et de donner ce que je peux. Puis je suis dédié. Je suis tout le temps à l'écoute. Fait que je pense que c'est ça. Écoute, je ne me vendrai pas davantage. J'ai LinkedIn pour ça. Hein? Ah ben oui. J'ai découvert LinkedIn, c'est le fun en tabarnak. Et bon. Non, super. c'est pas le fun pour tout. J'ai ça pour mourir. Fait que c'est ça la situation, Simon, par rapport à ma perte d'emploi. Donc ça se peut, là, le cycle de Lynch, on l'a entamé. Il y a eu 2 épisodes qui sont sortis. Comprenez que là, il faudrait que les gars reviennent là, cette semaine pour venir enregistrer de quoi. Puis je suis peut-être pas la tête là, pour écouter du Lynch. Puis de toute façon, il faut que je sois dédié entièrement à la recherche d'un emploi. C'est ça qui arrive quand tu es sur l'assurance chômage. Ben ouais. L'assurance emploi. Fait que je vais tenir au courant. De toute façon, j'imagine qu'il y a une terre humaine chez Isidore peut-être qui est dans les pipes. Oui, ben en fait, il y en a 2. Moi, j'ai été malade cette semaine. Fait que j'étais supposé d'en monter un, mais j'étais un peu en retard. Mais sûrement la semaine prochaine. Mais on a enregistré dimanche un nouveau Noël chez Isidore. Cool. Fin de semaine prochaine, il va y avoir un nouveau Terre Kaiju d'enregistrer. Nice. Fait que, tu sais, il va y avoir du contenu quand même. Il va y avoir du contenu quand même, puis ça, regarde, on n'arrête pas. On est juste quelques dudes, puis on n'arrête pas. Fait qu'on vous donne beaucoup de stock, je trouve. Fait que c'est ça la situation. Je m'excuse si je vous laisse un peu tomber, là, mais c'est une des premières fois en 17 ans que ça m'arrive, mais là, j'ai pas je pense que tout le monde va comprendre. J'espère. Inquiète-toi pas. Ouais. Bon, Simon. Ceux qui ne comprennent pas sont épais. Je l'ai dit. Tu l'as dit, Simon. Vas-y donc, d'ailleurs, Simon, est-ce que tu as des nouvelles cette semaine pour nous autres? Pour qu'on arrête de parler de ma vie privée. Je peux commencer en te parlant des X-Men. Oui, attends une minute, il va falloir que je fasse ça. Il n'est jamais bien loin. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est des nouvelles, en fait, sur qu'est-ce qui s'en vient. Il y a eu une convention qui s'appelle le MegaCon à Orlando en fin de semaine. Et il y a eu un panel pour les X-Men. Et il y a eu quelques nouveaux titres qui ont été annoncés. Et donc, je vais commencer par ça. Sure. Ça, on savait que ça s'en venait, mais là, on a un petit peu plus de détails. Il va y avoir un relaunch de la série Uncanny Avengers. Donc, si on se souvient d'Uncanny Avengers, c'était des Avengers et des mutants, en fait, qui formaient un team. Là, c'est un peu la même chose, sauf que ce que je semble comprendre, c'est qu'il y a juste Captain America qui n'est pas un mutant. Donc, le line-up, ça serait Captain America, Rogue, Deadpool, Quicksilver, Psylocke et Penance. Donc, puis il semblerait qu'il va y avoir... récemment, dans les X-Men, à un moment donné, il fallait que Scott Summers... en fait, Cyclops est décédé. Oui. Puis là, évidemment, en le ramenant, sous forme de Captain Krakoa. Oui. Ah, c'est lui, ça? Oui, c'est ça. Il y a eu Captain Krakoa. Attends, c'est parce que là, il est mort 2 fois, parce qu'il était mort dans Avengers vs X-Men aussi, là. Non? Oui. Je me souvenais pas qu'il s'appelait comme ça, par exemple. C'est ça? Il me semble que c'est là-dedans qu'il décède. Il est mort 2-3 fois, là. Ils sont tous morts 2-3 fois. Toute la gang. Avec Krakoa, c'est facile de les ramener. Puis l'affaire, c'est que là, vu qu'il était mort publiquement, il ne pouvait pas revenir en tant que Cyclops. Fait qu'il y avait une nouvelle identité qui était Captain Krakoa. Puis là, dans la nouvelle série Uncanny Avengers, il y aurait un nouveau Captain Krakoa, mais que lui, s'il tue du monde. Donc, ça va être au Uncanny Avengers d'essayer de trouver c'est qui et pourquoi et tout ça. C'est Jerry Duggan qui l'écrit, qui écrit déjà X-Men, donc ça continue là-dedans. Et si vous avez une honte face au fait que vous avez de la misère à dire Krakoa, j'ai vu une éditrice des X-Men essayer de dire le mot 3 fois dans un genre de conférence vidéo sur YouTube hier. Puis c'est comme, OK, c'est pas juste moi qui a de la misère à dire Krakoa. La fille, elle rushait, là, arrêtait pas de chercher ses mots là-dessus. Mais elle était très, très bonne, mais ça me faisait rire. Là. Première mouture de Uncanny Avengers que j'avais bien aimé, écrit par Rick Miranda. Puis c'était justement, ça a été formé après les événements d'Avengers vs X-Men. C'était une équipe combinée, puis très bonne première mouture. Ouais, c'était bon. J'ai hâte de relire ça. Je suis encore loin. Ouais, tu t'en viens. D'après moi, dans 2 mois, t'es rendu. Oh non. Écoute, là, plus ils rajoutent des titres, plus ça me ralentit. On dirait qu'ils le savent. Tu sais, t'es comme le Terminator liquide qui court vers le char, qui est comme la fin de ta lecture des X-Men, puis on juste comme pitcher des affaires pour que t'arrêtes.
Pour te ralentir. C'est ça. Une pitch des mini-séries là, avec Sabretooth. Aussi, dans X-Men, on va avoir le numéro 25 éventuellement, et dans cela, on va rajouter au team Kate Pryde qui va revenir dans le team X-Men parce que là, elle était sur le titre Marauder, qui était comme Captain Kate. En tout cas, je me souviens plus de son... C'est plus Kitty? Non, là, il faut l'appeler Kate Pryde parce qu'elle est rendue... C'est ça, elle est rendue pas mal plus vieille. Okay. Puis là, elle reprend son nom de Shadowcat qu'elle avait dans les années 80. Ouais. Mais là, ça, en tout cas, je sais pas comment... Ils vont peut-être faire des jokes là-dessus parce que là, son nom, c'est Shadowcat, mais avec un K pour Kate, tu sais. Ouais. Fait que bon, on verra. C'est très 90s comme façon d'écrire un mot aussi. Ouais, j'ai vu ça, j'ai comme fait. Mais en tout cas, écoute, je peux. T'es pas éditeur. Tu vas pas chialer sur un nom. Non, tu iras pas te chialer sur les forums de Marvel. Non, c'est bien correct. D'autres choses à faire. De toute façon, je suis sûr qu'ils vont faire des jokes là-dessus dans la BD. C'est sûr. Il va y avoir aussi un petit événement chez Wolverine et Ghost Rider. Il va y avoir un crossover, en fait, parce que Ghost Rider, présentement, est écrit par le même qui écrit Wolverine, qui est Benjamin Percy. Puis là, il va y avoir un numéro qui va s'appeler Ghost Rider / Wolverine Weapons of Vengeance Alpha. C'est lequel des Ghost Rider qui est revenu, t'as dit? Là, celui qui est revenu en fait, il y a Johnny Blaze, c'est le Ghost Rider de la BD, mais justement, Danny Ketch est en train de revenir aussi dans la BD. Qu'est-ce qui s'est passé au jeune, là, le jeune qui avait un char? Lui, il est dans Avengers présentement. OK. C'est pas conclu, c'est pas fini encore la version de Jason Aaron, ça se peut? Je pense qu'il reste la finale. Il reste le dernier numéro du gros crossover. Yes. Mais c'est ça. Donc, ça va être... Il va y avoir ça, puis ça va être dans Ghost Rider 17 et Wolverine 36. Donc, c'est un petit événement qui va se passer. Et il y a aussi, présentement, Jerry Duggan, qui écrit les X-Men, comme je disais, écrit aussi Invincible Iron Man. J'ai commencé à le lire, puis c'est très... je dirais que ça a beaucoup d'impact sur justement ce qui se passe avec les X-Men parce que présentement dans la BD, Tony Stark n'a plus rien à part un costume, un armure. Qu'est-ce qui s'est passé avec le reste? Il a tout perdu, puis il a vendu sa compagnie parce que pour des raisons qui se sont passées dans le volume d'avant, je ne sais pas. Mais il a vendu ça à... D'après moi, c'était pas voulu, mais c'est Fei Long qui l'a acheté. Et Fei Long est un méchant dans les X-Men qui travaille avec les Orchid, les Orchis, que c'est Nimrod et toute la gang qui veulent tuer les mutants. Et c'est la grande menace des mutants. Et il y a lui, c'est ça, qui a pris possession de Stark Unlimited. Et là, Tony Stark va faire une alliance avec Emma Frost. Et il y a peut-être même des... je pense que oui. Puis peut-être même... On tease un mariage, mais à quel point ça... les mariages des comics, c'est comme la mort. Là, ça n'a pas d'importance. Ouais, c'est ça. Et donc, ça va arriver dans... Invincible Iron Man numéro 9, là, mais je pense qu'ils sont rendus au numéro 4. Mais là, la grosse nouvelle, c'est on a eu les titres qui vont être publiés pour l'événement Fall of X, qui est le début... On ne sait pas si c'est le début de la fin ou le début d'une nouvelle affaire, mais l'ère Krakoa est divisée par le Dawn of X, Destiny of X... et là, il va y avoir Fall of X cet été. Et parmi les titres, il y a quelques nouveaux titres qui ne sont pas encore publiés. Donc, je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a Astonishing Iceman. On n'a pas de détails là-dedans, mais il va avoir son titre solo. Il y a Children of the Vault. Il y a Dark X-Men. Dark X-Men, OK. Ouais. Realm of X. Uncanny Avengers, comme j'ai dit. Il va y avoir un nouveau Alpha Flight et
un titre qui s'appelle Uncanny Spider-Man. Donc, je suis curieux. Est-ce que ça serait Ben Reilly? Peut-être, mais tu vois, j'ai peut-être... D'après moi, ça va avoir rapport avec Dark Web, ça s'appelait. Okay. L'événement qu'il y a eu où c'était Spider-Man et les X-Men contre leurs clones. Là. Sure. Fait que c'est ça qui s'en vient pour les X-Men. Ça brasse, beaucoup ça continue à brasser, ouais. Puis j'ai toujours autant de fun à lire le nouveau stock comme le vieux. Là. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'ils ont tellement créé quelque chose de nouveau, de rafraîchissant que les gens semblent apprécier, en tout cas au niveau des lecteurs, que de mettre fin à l'ère Krakoa et de ramener les X-Men à un certain statu quo, là, parce qu'il y a toujours éventuellement ce retour dans les bandes dessinées à un certain statu quo. Man, je sais pas comment ils peuvent revenir en arrière. Il faut vraiment qu'ils justifient de façon là. Faut que ça soit béton. Là. Ils peuvent pas revenir ça comme en arrière de même. Là. C'est ça. Moi, j'ai pas l'impression que ça va finir. Je pense que c'est juste une autre étape. Puis aussi, il y avait comme les auteurs qui commandent comme ouais, mais c'est fall dans le sens de l'automne. Ouais, c'est ça. Fait que, tu vois qu'ils jouent un peu avec l'anticipation que les fans ont, là, mais c'est ça, on verra ce qui se passe avec ça. Mais... Je vous rappelle que si vous êtes un membre du Discord des Mystérieux Étonnants, dans la section BD Comic Book, en haut, il y a une petite pinouche, une petite épingle, et quand vous cliquez dessus, ça mène vers du Google Docs, la liste de lecture de Simon des X-Men de Curse Claremont et celle de l'ère Krakoa. T'as-tu finalement eu le temps de le mettre à jour? Ou, ouais, ben je l'ai mis à jour jusqu'à Dark Web, justement. Ah, ben là, on a de la lecture en masse, là, fait que pas de stress avec ça. Mais absolument, les 2 docs sont ouverts à tous, donc si vous voulez y aller puis suivre la lecture de Simon, il y a quelques auditeurs sur le Discord qui le font. Vous pouvez le faire pour vous autres aussi. Puis c'est une job quand même d'archiviste, là, parce que oui, il y a des listes en lecture qui existent en ligne, mais je vous assure qu'elles sont tous incomplètes et des fois incompréhensibles. C'est jamais la même chose. Ça. Ouais, c'est ça. Puis des fois, même moi, je me fais avoir. Là, je me dis, oh, mais ce titre-là, il arrive après l'autre. Fait que je vais le lire, puis là, finalement, je le lis, puis là, ça référence l'autre affaire. Je suis comme, ah, OK. Fait que finalement, il y a des essais-erreurs dans ma lecture. Fait que c'est pas parfait, mais écoute, au moins, je te donne tous les titres. J'aurais aimé ça connaître cette époque-là de la BD. Tu sais, dans le temps que moi, je consommais du single issue, là, j'achetais principalement du single, là, je suis passé au trade, puis même des fois les gros omnibus. Tu sais, je suis comme, hey, fuck off, là. On y va d'une shot. Un gros omnibus, ben trop cher, qui sera pas lisible, là, parce que c'est difficile à lire comment tu le prends, là, mais tu sais, le single à l'époque, tu t'achetais des séries puis tu les essayais. Pour voir si ça fitait, si ça faisait continuité à une histoire que tu avais déjà lue ou ça ramenait des nouveaux éléments. Puis au pire, ben, tu avais dépensé même pas une pièce. Fait que c'était pas grave, entre guillemets. J'aurais aimé ça connaître cette époque-là. Puis c'est de là que ça vient, les singles, mais c'est rendu tellement cher que je vois plus l'attrait de juste tester des trucs. C'est vraiment les puristes, là, les gens qui ont connu ça. Je vois pas un jeune commencer à lire du single. De moins en moins. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, en lisant... C'est ça, c'est que je trouve ça plate en même temps parce que il y a une espèce de rituel de... Tu sais, l'histoire avance tranquillement dans tout... Tu sais, mettons, tu suis plein de titres d'une même compagnie, puis que tout est un peu relié, mais pas tout le temps, mais il y a une façon, tu sais, l'ordre de sortie, surtout justement avec tout ce qui se passe avec X-Men, tu sais, c'est bon de le lire comme dans Old Wolverine, là, après X-Force, puis là, après tu t'en vas dans un autre. Des fois, c'est bon de regrouper parce que l'histoire peut se passer comme en une journée, fait que c'est comme 6 numéros qui vont raconter juste une petite affaire, mais des fois, c'est 6 numéros qui se déroulent en même temps que plein d'autres affaires. En tout cas, ouais, je te comprends. C'est ça. Quand tu relis en trade après, il faut tout le temps que tu dises « Ah ouais, OK, dans l'autre série que je vais lire tantôt, il va y avoir ça. » Il va y avoir une référence probablement, puis dépendamment de la direction éditoriale, ça va plus ou moins bien s'intégrer. Des fois, si on va rien comprendre. Moi, je me souviens qu'à l'époque de Spider-Man Clone Saga, dans les années 90, là, hey man, Spider-Man avait quoi? 4-6 titres en même temps? Ça avait juste pas d'allure. C'était le gars le plus occupé. Je sais pas comment il faisait pour travailler en même temps. Il était ben trop occupé. Ben, intéressant. Merci, Simon. Je suis bien hâte de voir ce que l'univers de X-Men nous réserve. Puis ça n'arrête pas depuis que Jonathan Hickman
Jonathan McMahon a relancé, si on veut, l'univers. D'ailleurs, il y a eu une annonce concernant le titre sur lequel il va travailler. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ça allait être une nouvelle série cosmique liée à l'univers cosmique de Marvel. Il semblerait que ça, c'est lié à l'univers magique, maintenant, de Marvel. Si je ne me trompe pas, là, je ne l'ai pas noté, je suis désolé. On confirme 4 titres sur Spider-Man, merci Étienne Cormier, que c'est Doctor Strange, je ne me trompe pas. Je suis vraiment curieux de voir Hickman écrire Doctor Strange, qui est un gars qui a une sensibilité beaucoup plus proche de celle de la science-fiction, avec des high concepts. Je suis bien intrigué. Bien hâte de voir ça. D'ailleurs, dans les commentaires là, que les gens nous laissent en ligne, merci pour tous ceux et celles qui m'encouragent. Jules Valois, si tu me l'amènes, moi la prendre, la bouteille de whisky. Martin dit qu'il est rendu à Inferno, fait qu'il suit tes traces, Simon. Martin, qui rien d'autre, qui est un auditeur de longue date. Mais là, il veut-tu dire le Inferno de Claremont ou le Inferno de Krakoa? Bonne question. C'est vrai. Après, moi, c'est Krakoa parce que je pense pas qu'il... Lui, je me souviens, il avait parlé qu'il avait lu à l'époque Claremont. Fait que je pense pas qu'il relise. Martin nous avait laissé un message vocal la semaine passée, le mois dernier, et il a été très surpris d'apprendre la semaine passée qu'il y a un autre Martin qui nous écoute, qui nous a laissé aussi un message vocal. Donc, Martin Rien d'autre nous a laissé un message vocal pour cette semaine. OK. Hey, salut les LME, c'est Martin. Bon, suite à l'écoute du show 791, j'apprends qu'on est 2 Martins comme auditeurs. Ma vie est chamboulée. En tout cas, ça ne me dérange pas d'être Martin 2, mais si jamais c'est trop de pression pour l'autre, je vais être numéro 1 sans trouble. Donc, ce mois-ci, gros shout-out à Jake. Je sais qu'il est pas mal absent ces temps-ci, mais je suis certain qu'il écoute. Jake, DC publie présentement sous Black Label Batman and the Joker Deadly Duo, scénarisé et dessiné par Mark Silvestri. Je suggère à Jake parce qu'on se souvient que Silvestri était du groupe fondateur des Image Comics dans les années 90. Et malgré que Cyberforce était un rip-off des X-Men, j'étais un gros fan de son travail. Dans ceci, Batman et le Joker doivent travailler ensemble pour retrouver Harley Quinn et le commissaire Gordon, qui ont été capturés par un mystérieux chasseur de têtes. Le dessin est fantastique. Je me suis attardé à chaque case. C'est du grand Silvestri. Hey les gars, salut et au mois prochain. Bye! Merci Martin. Martin qui fréquente le comic shop, qui était ton ancien comic shop, le 1 Million Comic dans l'Est. Ouais, c'est le même comic shop qui lit des comics depuis toujours. Je pense qu'il nous a déjà dit qu'il lit du Spider-Man depuis genre les années 70. Là. Il n'a jamais arrêté Spider-Man depuis toute cette période-là. Bravo Martin. Vous pouvez nous laisser un message sonore, ça vous dit, au speakpipe.com/mystérieux E. Donc c'est MISTERIEUXE. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Donc, vous pouvez cliquer directement. Ça peut être une question, un commentaire, une suggestion, whatever. On veut vous entendre parler en 2023 et de garder cette ligne ouverte avec vous parce que je trouve ça intéressant de vous faire participer. Puis, la semaine passée, on a eu beaucoup de messages. On a eu quelque chose comme 4 messages, qui est quand même pas mal. On reçoit des messages surtout pour des événements spéciaux comme Noël et compagnie. Mais là... de vous mettre comme ça dans l'émission à chaque semaine, je trouve ça intéressant. Donc, speakpipe.com/mystérieux commentaires, suggestions sont bienvenus. Donc, puis Mark Silvestri qui a aussi dessiné sur Uncanny X-Men pendant un bout avec Claremont et il fait une excellente Betty Braddock. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme très cute. OK, c'est clair. Hey, j'ai une grosse nouvelle, puis sûrement que vous l'avez tous vu passer parce qu'il y a une couple de personnes qui me l'ont envoyé aussi. Ça a été partagé également sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Et je suis très intrigué. Tu te souviens, Simon, en 2016, en 2018, on organisait des événements de visionnement de la série X-Files après l'enregistrement des Mystérieux le lundi. Oui. Surtout, je pense que celle de 2010, c'était le lundi. Je me souviens plus pour 2011, mais on allait chez nous, puis on écoutait avec notre ami Laurent Boutin, notre ami Joanne Jaguar, puis son chum Nick, on écoutait la nouvelle saison d'X-Files parce qu'on a tous trippé là-dessus quand on était jeunes. C'est une série qui a marqué la télévision, qui a été révolutionnaire en fait pour la télévision. Regardez ce qui se faisait avant X-Files. Il y a des séries comme ça, comme Twin Peaks, qui ont amené la télé à être ce qu'elle est aujourd'hui, donc un médium qui
qui peut compétitionner facilement au niveau du storytelling avec le cinéma. Et donc, le réalisateur, ou plutôt le réalisateur, mais aussi le créateur de la série The X-Files, Chris Carter, est en entrevue récemment dans un podcast, et pas n'importe quel podcast, un podcast de la plateforme CBC qui s'appelle On the Coast with Gloria Makarenko. Et il a simplement dit ça comme ça. Je ne pense pas qu'il était censé le dire, mais il a tout ça de même, que Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, scénariste de Black Panther, est en train de ramener X-Files, donc de développer une nouvelle série de X-Files. Ce à quoi la 20th Century Studios s'est refusé de commenter. J'ai l'impression que Chris Carter a ouvert sa bouche avant que ce soit le temps. Ouais. C'est pas surprenant parce que Ryan Coogler a une entente d'exclusivité de 5 ans qui a été signée en 2021 avec Disney. Sa compagnie, c'est Proximity Media et Disney Television. C'est Disney. Puis Disney, il possède quoi? 20th Century Studios et ses divisions, dont 20th Century ou 20th Fox Television. Voilà. C'est 20th Television. Fox. Toute la même hostie d'affaires. OK? C'est la même compagnie, on appartient toutes aux compagnies, c'est toute la même. Juste pas les sports puis les nouvelles. C'est ça. Le reste, Fox. C'est ça, Fox. OK? Donc, c'est pas surprenant. On savait qu'il y avait cette entente-là depuis un bon bout de temps, depuis 2021, mais on savait pas sur quoi ils travaillaient. Écoute, il n'y a pas de détails. Est-ce que David Duchovny sera de retour? Est-ce que Anderson sera également de retour? Est-ce que ce sera une suite? Est-ce que ce sera une refonte? Est-ce que ça va être dans le même univers? Il y a zéro. Est-ce que ça va même se produire? Ça se peut très bien que Proximity Media travaille sur un projet qui finalement n'obtient jamais le feu vert de la part de 20th Television. Est-ce qu'ils vont ramener Exhibit? Il était dans quelle saison, Exhibit? Dans le deuxième film, je pense. Ah ouais. Le film qu'on oublie. Ah ouais, ce film-là, ouais. Tu vois, j'avais oublié qu'il était dans le film. J'espère que non. Il est correct, Exhibit. Écoute, le personnage, peut-être. Mais, tu sais, mais ça serait peut-être le fun que ça soit pas encore Mulder et Scully. Je pense que rendu, tu sais, avec ce qui est arrivé les dernières saisons, Mulder qui était comme rendu conspi. C'était lourd. Mais tu sais, je veux dire, X-Files, c'est conspi, mais il y a comme un conspi... Bête, imbécile un peu, c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis il était comme de l'autre bord. Il est allé full air, là. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'on l'a décrit dans la saison 1. Il y avait des longs monologues, surtout en dernière partie de saison, où est-ce que c'était comme, man, on dirait une parodie. Tu sais, les scary movies, là. On dirait que c'est un scary movie version X-Files, tellement que c'était ridicule. Quoique j'avais bien aimé la 11e, on avait repris du poids de la bête. Ça finit sur un cliffhanger. Fait que, pour avoir une série, que ça soit dans le même univers, mais qu'au moins on adresse éventuellement ce qui s'est passé, je serais all-in. Je serais vraiment all-in. En attendant, moi, ce que je persiste à dire, c'est que je vais me servir du X-Files, je vais le manger, mais je veux aussi, d'une quelconque façon, avoir un mini-retour de Millennium parce que vous pensez qu'X-Files c'est bon? Je vous l'ai dit il y a une couple de semaines de ça. Millennium, c'est de shit. C'est de fucking shit. T'écoutes Millennium, puis à un moment donné, t'es dans la zone où t'es endormi, puis il me rend du minuit, puis t'es pas sûr que tu vas être couché, puis la toune d'intro va te pitcher d'un un genre de cauchemar réveillé. Là. Okay. C'est tout ce que les années 90 avaient. C'est une concoction de l'approche télévisuelle de l'époque avec l'obsession pour les tueurs en série puis Seattle. Pis c'est ça, là, Millennium. Les angles qui des petits zooms. Oui, avec les tunes de Mark Snow, qui avait aussi fait les tunes dans X-Files, mais c'est encore beaucoup plus creepy dans Millennium. Fait que c'est ça pour X-Files. Qu'est-ce que c'est d'autre, Simon? Moi, je peux rester en télé, puis je vais vous parler de 2 séries que j'ai écoutées. La première, je sais pas si toi, Benoît, t'es familier avec le contenu Dropout TV? Dropout Télé, non, ça me dit. J'écoute beaucoup de Pluto TV en ce moment. Je sais pas si t'as osé mettre le doigt dedans, cette affaire-là. Non. Tu vas peut-être aimer ça, toi. Okay. C'est comme un To-Be, mais live. Oh boy, OK. J'écoute beaucoup. Quand je pleure le soir, j'écoute beaucoup de 48 Hours Mysteries sur To-Be en loop pendant 24 heures. Oh, il y a une chaîne 24 heures Noël. OK. 24 heures Noël.
Je suis pas des bons films, là. C'est ça, je suis pas dans ce mood-là. OK. Je te le dirai. Ben, en tout cas, t'es averti. Mais à Noël. À Noël, ben oui, c'est sûr. Mais c'est ça, Dropout TV, ça appartenait à College Humor. Ouais. Puis College Humor, j'ai découvert du stock qu'ils ont fait récemment que j'ai vraiment adoré. Du vieux stock ou du nouveau stock? Non, récent. Comme dans les 5 dernières années, là, incluant pendant la pandémie. Là, Mais il y a 2 shows que j'aime beaucoup. Il y a un show qui s'appelle Game Changer, qui est c'est comme un genre de quiz, mais qu'à chaque épisode, le jeu change. OK. Fait que le premier épisode, c'est 3 personnes qui sont derrière un podium, puis là, ils leur demandent « Faites des sons ». Fait que là, tu sais, faites un son d'une vache, puis là, ils vont « Meuh ». Puis là, à un moment donné, ça devient « Faites des sons de… » Puis là, ça devient super complexe, le genre d'un touriste français qui veut se pitcher en bas de la Tour Eiffel, tu sais, mettons. Oh. Fait que là, c'est beaucoup de l'improvisation, tu sais. Ça peut être un épisode, mais t'as un épisode qu'il y a un whodunit. Fait que là, il y a quelqu'un qui meurt parmi les participants, puis là, il faut trouver c'est qui. C'est qui? Il y a un spécial comédie musicale, fait qu'ils inventent des chansons on the spot. Ils font une version de Survivor, une version de Bachelor, mais tu sais, genre, c'est Bachelor en 30 minutes. Puis récemment, le dernier épisode, c'était dans un escape room. Fait que tu sais, t'avais une caméra dans, mettons, la loge, avec les 3 participants qui vont aller sur le stage. Mais avant qu'ils aillent sur le stage, ils les ont embarrés dans cette pièce-là. Puis là, il y a des jeux là-dedans. En tout cas, c'est super le fun. Puis là, il y a un autre show que je suis tombé là-dedans, ça s'appelle Dimension 20. Que là, c'est du D&D, mais filmé, genre. C'est comme Critical Role un peu. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui, mais... Critical Role qui a permis ou qui a aidé à l'effervescence ou le nouvel intérêt pour le D&D et les jeux de rôle. Exact. Ben, c'est ça. Dimension 20, ça rentre là-dedans parce que le DM aussi a déjà fait le DM dans Critical Role, en tout cas. Puis là, c'est comme des thèmes. Puis, tu sais, je suis au début, là, la saison 1, c'est des épisodes d'1h30. Puis c'est du monde alentour d'une table qui joue à D&D, mais avec une nouvelle histoire. Fait que c'est inspiré... ben, je connais pas ça, vraiment, les jeux de rôle. Fait que je dis D&D, mais tu sais, ils appellent ça Fantasy Eye, puis c'est des genres des créatures, mais qui sont à l'école secondaire. Puis là, en tout cas, c'est super le fun. Puis là, j'étais comme intrigué un peu de savoir qu'est-ce qu'ils font d'autre. Puis je suis pas fan de leur stock avec des sketchs, genre, ça me fait pas tant rire, mais là, j'ai écouté une émission qu'ils ont faite qui était incroyable, là. J'ai eu des émotions, là. Ça s'appelle Total Forgiveness. C'est une... disons que ça pourrait être considéré comme une télé-réalité, mais c'est beaucoup plus documentaire. Puis c'est 2 membres de l'équipe de writers et d'acteurs de cette gang-là qui se disent... Ils nous parlent en fait des dettes étudiantes qu'ils ont. Puis, tu sais, aux États-Unis, les dettes étudiantes, c'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Puis, je ne savais pas à quel point. Puis là, justement, tu sais, ils en parlent. Puis, c'est gros. Puis là, ils se disent, tu sais, on pourrait pitcher un concept où on se donne des défis. Puis, à chaque semaine, la production nous donne un petit peu plus d'argent qui va nous permettre de payer nos dettes. Fait que c'est un peu comme se trouver une raison pour avoir de l'argent et payer ses dettes. En pitchant un show. Puis le premier épisode, ça commence, puis on voit le pitch. Ils suivent les 2 qui vont expliquer comme, ben, on aimerait ça faire ça. Puis là, ils font l'épisode, puis c'est comme un épisode test, c'est l'épisode pilote. Puis c'est ça. Le premier défi, c'est genre... en fait, il y en a 2. Je vais les nommer. Là. Il y a Grant O'Brien et Ali McBeardsley. Et leur premier défi qu'ils se donnent, il y en a une qu'il faut qu'elle mange de quoi de très épicé en faisant un genre de zoom avec son ex.
Puis l'autre, il faut qu'il fasse une entrevue en ayant des sangsues sur le corps. Fait que ça commence de même, puis c'est juste que là, ça escalade. Ces défis-là escaladent. Puis au début, ils ont du fun, puis tout ça, mais là, plus ça avance, plus leur amitié est en train de se détruire. Puis ça, c'est vrai, là, c'est vraiment une vraie amitié là, qui est en train de se corrompre. Oui, c'est ça. Puis surtout dans les 2 derniers épisodes, non, les 3 derniers, parce qu'à un moment donné, le défi à un des deux, c'est faut que tu vendes tout ce que tu as dans un flea market dans un marché aux puces pour que tu ailles 1000$. Puis là, le gars, il est comme, c'est faisable, mais ça me fait chier, mais OK, je vais le faire. OK. Puis, mais évidemment, ce qu'il a vendu, c'est genre son lit, son couch, son linge. Ben non. Fait que là, puis il se rend même pas à 1000. Fait qu'il n'y a pas parce que c'est ça, il faut que tu réussisses ton défi. Puis là, il l'a pas eu. Fait qu'il a perdu bien des affaires. Puis en plus, il n'a pas eu l'argent qu'il aurait pu mettre à payer sa dette. Ça commence à rusher. Puis là, tu sais, ils se disent comme, ouais, mais je veux pas aller trop loin, il faut que ça soit quand même drôle. Mais finalement, puis là, c'est ça. Tu sais, ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait comme 15 minutes que je parle du show. C'est-tu sur Internet ou tu as vu ça sur le câble? C'est sur Internet. Ils ont, c'est ça, Dropout, ils ont un site web, mais c'est un site de streaming qu'il faut que tu sois abonné, mais tu peux trouver ça ailleurs facilement. Sur iTunes.com. Oui. Je pense qu'il y a des épisodes sur YouTube aussi, hein, mais c'est ça, c'est que la finale m'a fait brailler. J'ai braillé. Puis je trouve ça drôle parce que le show, tu vois qu'au début, c'est comme il voulait juste faire un genre de jackass puis avoir de l'argent pour. Mais finalement, c'est devenu tellement d'autres choses. C'est genre un documentaire sur l'amitié, comment l'argent dans l'amitié peut faire chier, comment la compétition peut comme dégénérer aussi. T'en apprends plein sur, justement, les dettes étudiantes. Puis tout ça, tu sais, et je sais pas, tout ça est sympathique. Puis aussi, tu suis ces deux personnes-là que tu découvres puis tu connais un peu par les autres shows. Mais là, c'est vraiment eux dans leur monde, puis c'est ça, c'est toute une télé-réalité. Wow, ça m'intrigue beaucoup. Fait qu'appelle donc le titre de... ça s'appelle Total Forgiveness. Il y a 10 épisodes. Tu sais, il y a des défis comme faut que tu ailles chanter l'hymne national américain devant une game de baseball, mais tu sais, elle sait pas les mots, puis comme aussi, il faut que genre tu fasses un stand-up que l'autre va écrire, tu sais, pour que tu fasses un mauvais stand-up. Faut que tu ailles au gang show pour faire ça. C'est vraiment... mais c'est vraiment des mauvaises blagues. Puis... En tout cas, ouais, c'est vraiment quelque chose j'ai adoré. Fait que ça, c'est le premier show. OK. Et le deuxième, c'est peut-être un des meilleurs shows de télé que j'ai vu depuis longtemps. Ben voyons, Colin, qu'est-ce que... ça s'appelle Paul T. Goldman. Paul T. Goldman. Oui, c'est le nom de quelqu'un. C'est 6 épisodes sur Peacock. C'est produit par Seth Rogen. Et, OK, là, déjà, juste l'expliquer, c'est un peu complexe, mais, tu sais, moi, je suis pas un grand suiveux de trucs de true crime, mais de temps en temps, je vais en écouter. Ça, c'est plus un true crime de fraude. Genre, il n'y a pas de personne qui meurt ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a un gars qui s'est marié avec une femme, puis cette femme-là avait une double identité, puis elle l'a fraudé. Oh boy. Ça c'est la première étape. Mais aussi, moi, je suis un grand fan des Vanity Project. Ouais, genre les The Room. Neil Breen et Tommy Wiseau. Ben, le gars à qui c'est arrivé, Paul T. Goldman, c'est pas son vrai nom, mais en tout cas, c'est le nom de son héros dans cette histoire-là. Ben, ce gars-là, il a écrit un livre sur ce qui s'est passé. Puis là, après le livre, il a décidé d'écrire un scénario
pour vendre cette histoire-là comme un film. Puis là, il a tweeté à plein de réalisateurs. Hey, j'ai écrit ce livre-là, voici mon histoire, j'aimerais ça faire un film. Ce qui est la meilleure manière de vendre ton film. Ben oui. Ça écœure pas les gens, ça. Mais il y en a un qui a répondu, puis c'est le réalisateur de cette série-là. Et là, ce qui arrive... OK, fait que c'est méta, c'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. OK. Puis même que tout le long, tu te demandes, attends, c'est-tu vrai ou pas? Puis c'est vrai. OK. C'est juste que qu'est-ce qui rend le tout magnifique, là? C'est que le gars à qui c'est arrivé, qui a écrit le livre, qui a écrit le scénario, qui se fait interviewer dans la série comme documentaire, mais aussi il joue dans les reenactments. Ah, OK, oui, OK. Puis il se met en vedette et il s'est écrit un personnage, mais son personnage est un peu pathétique quand même. C'est vraiment Et le nom du spécial. du gars, c'est François Letourneau. Puis c'est ça, puis l'histoire, elle va à des endroits que tu ne t'attends pas. Parce que, tu sais, je vous ai dit que ça, c'est la base, là, qui se soit fait frauder, mais l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, et la finale est incroyable, encore une fois. Mais je veux pas, évidemment, je veux pas vous vendre trop de punch, mais c'est ça, c'est le fait que, en plus, c'est comme si Tommy Wiseau avait eu une fraude. Tu sais, et Tommy Wiseau s'était fraudé. Puis là, il décide de réutiliser ça. C'est ça. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que dans son élan de « je veux de l'attention », il a écrit le livre de qu'est-ce qui est arrivé, mais dans le scénario, il change des affaires. Puis après, il décide de « hey, on pourrait faire des franchises ». Fait que là, il écrit il écrit un épisode d'une série mettant en vedette son fils, après une série où il devient un agent secret. Puis aussi, vu que, tu sais, c'est pas cheap non plus, fait qu'il y a des fois, il y a des acteurs que tu connais un peu qui vont jouer des personnages. Il y a Dennis Haysbert qui jouait, je crois, le président dans 24. Je me souviens bien. Il y a Dee Wallace qui était la mère dans E.T. puis dans Critters. Il y a Frank Grillo qui était dans The Purge, puis c'est lui qui jouait Crossbone dans Civil War. Oui, il est dans beaucoup de films d'action. Hey, attends, juste faire rentrer notre ami Laurent Boutin qui est là au bout du fil depuis tantôt, mais je savais pas quand est-ce que je pouvais le faire rentrer. Salut Laurent. Salut, c'est moi Crossbones. C'est toi Crossbones. Ah, c'est toi. C'est bien connu. Oui. Je me rappelle même plus c'est qui pour vrai. C'est celui qui est comme c'est moi, Crossbone. Ouais, c'est celui qui s'est fait brûler à la face là, pour faire une explosion. Là. C'est pas Andy Serkis, là? Non. C'est un autre. C'est un autre. Non. Oh. Pas grave. C'est un des gars dans l'ascenseur là, qui bat. C'est un des personnages dans la run d'Ed Brubaker là, qui est comme son principal némésis. Ouais, je l'ai pas lu, je pense. Elle est super bonne, cette run. Ça me paraît. Mais ouais, c'est ça. Paul T. Goldman, je le suggère fortement. C'est... Oh my God. Le gars, il est tellement... Tu sais, c'est tellement pas un acteur, ni tout ce qu'il veut être. C'est pas un bon auteur. Tu sais... En même temps, tu te dis, ouais, mais il s'est fait avoir, c'est plate, mais il veut tellement milquer ça. Puis, c'est ça. Ouais, non, ok, je vais arrêter parce que je vais en parler. Ouais, tu vas en parler trop. Là. Les gens ont peur, je pense, en ligne là, en ce moment. Ils se disent, il va tout spoiler ça. Il va tout nous spoiler ça. Okay. Mais voilà, allez checker ça. Donc, Total Forgiveness et Paul T. Goldman. Ouais, Paul T. Goldman, ça vient de sortir, puis Total Forgiveness date de 2019. Donc, disponible sur toutes vos iTunes.vidotron.com partout dans le monde. Okay. Désolé, Laurent, je savais pas que tu étais en attente. Ah, il n'y a pas de problème. je sais que tu sais pas. Je me faisais aller le clapet. C'est juste moi qui n'avais pas de lendemain. Ouais. J'ai sacré après Ben tout ce temps-là. C'est ça. Mais d'ailleurs, Laurent, tu vois, il s'est déconnecté puis il est revenu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a des problèmes avec la plateforme à cause de... J'ai dit que j'ai chialé contre toi, fait que tu m'as coupé. Ouais. Non, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Honnêtement, je pense que ma connexion rush. Ça se peut que ce soit mon ordi. Là, j'ai un vieil ordi, fait que si je crépite, c'est normal. C'est à cause de ça. C'est un vieil ordi. Mais en parlant de clapet, Laurent, toi, ton clapet, il est pété chez vous?
Ben, c'est... Wow, tout un segway. Il paraît que le mien marche et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes, mais pas à mon étage. OK. Il y a des petits rongeurs qui rentrent chez les voisins. Puis quand je dis petit, c'est que c'est vraiment immense. Là. Il y a des trappes dans mon sous-sol aussi. On va voir ce que ça donne. Bon, je croise les doigts, mais... Gros fun. Hey, mais peut-être chose, là. Shredder, ça? Ouais, mais s'il y a Shredder, il l'a tué, Shredder. Ah, ouais, OK. Hein? Splinter? Oui, Splinter. Merci. Ouais, c'est ça. Shredder, c'est méchant. C'est méchant, mais il faut le garocher dans un truc de poubelle. Il descend dans son sous-sol, puis il y a Shredder pogné dans une trappe à souris. I'll get you, Turtles! Qu'est-ce que... Oui, je vais l'appeler. Je ne sais pas si ça le gosse de se faire appeler le déchiqueteur. Parce que moi, c'est clairement comme ça que je vais l'appeler si je le croise. Ouais, puis t'as écouté le premier film quand t'étais jeune. Ouais, en français. Ben oui, le déchiqueteur. Ouais. Comment il l'appelle dans le 2? Le super déchiqueteur? Je pense que c'est encore... Je sais plus. Ça fait long. J'ai moins revu le... Je veux dire, je les ai beaucoup regardés les deux, mais dans les dernières années, j'ai plus revu le 1. L'un, il est vraiment le fun. Il est vraiment bon. Ah ouais, c'est un sweet spot. C'est comme un film indépendant en même temps. C'est vraiment le fun. Ouais. Très particulier. Quand j'étais jeune, je pense que j'aimais mieux le 2 parce qu'il y avait les deux monstres de plus. Ouais. Mais j'ai changé d'avis depuis. Je suis comprends. plus tout à fait la même personne. Ben, on change, hein. Puis on renouvelle nos cellules aussi. Puis on n'est plus exactement qui on n'est plus la même personne. Non, pas du tout. À chaque instant. Ben, quoi. Ben, en tout cas, j'ose espérer, esti, parce que des fois, je pense à moi, genre juste à 20 ans, je suis comme, ah, tabarnak. C'est comme un genre de spasme. Qu'est-ce que tu as, Laurent, de ton côté? Ben, c'est drôle qu'on dise ça parce que j'ai seulement des nouvelles de choses qui m'obsèdent depuis au moins 20 ans dans mes nouvelles. Fait que avez-vous parlé aux frontières du réel, par exemple? Ben oui, on a parlé aux frontières du réel. J'ai même parlé que tu étais là dans le temps. On écoutait la saison 10 et 11 ensemble. OK. Avez-vous parlé de Scott Pilgrim d'abord? Non. Oh, OK. Ça vient de sonner. Je vais y aller parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être cool pour le show. Ouais, ça pourrait être un PlayStation 5, mettons. Je vais t'attendre. Vas-y. Non, ben vas-y. Non, mais vas-y, Laurent. Vas-y. Ouais, mais là, c'est ça, faire le live. On attend après Simon. Bon, on n'attend pas après Simon. Il se lève, il va aller... Non, c'est pas intéressant. Non, on fait pas ça. C'est pas intéressant. Mais ouais, c'est ça, faire de la balado c'est ça qui se passe. Je vais parler de Scott Pilgrim d'abord. Scott Pilgrim qui est à la base une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée de Brian Lee O'Malley qui s'est transformé en 2010 en film que j'ai aussi beaucoup aimé de Edgar Wright. Je peux te poser une question par rapport à ça rapidement, Laurent, avant que tu ailles plus loin? Brian Lee O'Malley, j'ai toujours cru que c'était le scénariste et le dessinateur. Puis tantôt, j'ai vu un article puis il disait qu'il y avait comme un deuxième dude puis j'ai pas compris pourquoi son nom était là. En fait, c'est le scénariste et le dessinateur de la bande dessinée. Je pense que là, sur l'annonce qu'on a vue passer, donc l'annonce d'un animé qui sera produit par Netflix, il y aura un co-écrivain qui va l'aider à... OK, parce qu'il décrivait comme étant la personne, comme le dessinateur de la série, puis j'étais, non, c'est pas... En tout cas, j'ai pas trop compris. Non. Je pense pas mal qu'il a tout dessiné lui-même. Il y a peut-être, là, j'ai lu récemment la bande dessinée écrite par son assistant sur son livre d'après qui s'appelait Seconds. Fait que pour Seconds, je sais au moins qu'il y avait un gars qui l'aidait au dessin, à en créer les décors puis tout. On en a parlé à l'émission de ça. Puis tout. Mais sur Scott Pilgrim, j'en ai aucune idée. Ceci dit, effectivement, il y aura un co-writer pour cette série d'animés de Netflix. J'ai pas noté son nom. J'ai checké un peu ce qu'il a fait. Il a l'air d'avoir fait des revamps de Are You Afraid of the Dark dans les dernières années. Yeah. Je ne sais pas donc ce que ça vaut, mais là, Brian Lee O'Malley, l'auteur original, non seulement va coécrire l'animé, va aussi coproduire avec, entre autres aussi, Edgar Wright, qui revient sur le projet, et il sera aussi le showrunner de tout ça. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que tout le cast du film de 2010 revient dans son propre rôle, même les gros noms, là, Chris Evans, puis Michael Cera, Mary-Elizabeth Winstead. Ouais, c'est comme du monde qui ont vraiment eu des grosses carrières après ce Brie Plaza, Brie Larson, c'est pas des petits noms, là. Non, c'est ça. Il y en a la moitié qui sont les Brandon Routh. Ouais, qui a la même gueule que dans le temps. Kieran Culkin, on l'a moins vu peut-être. Mais c'est ça. Fait que ça soit... Écoute, ils présentent ça comme un animé.
Je ne sais pas ce que ça implique exactement, dans le sens que c'est plutôt un terme qu'on utilise pour des dessins animés japonais. Puis là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de japonais là-dedans. Sinon, le studio. Ouais. Le studio derrière, c'est Science Saru. Puis c'est un studio japonais. Donc, mais j'ai l'impression qu'ils vont émuler le style du comic book. C'est ça, le style l'est un peu quand même. C'est ça, il y a d'inspiration mangaesque, là, on peut dire. Effectivement. Il y a aussi le retour de, et là, je vais-tu le dire comme du monde, Anama Naguchi, qui était le musicien de Chiptune qui avait fait la trame sonore du jeu vidéo de Beat'em Up qui était sorti par rapport au film. Fait que c'est vraiment comme ils ont vraiment gardé toute la famille. Qui est un projet montréalais, d'ailleurs. Ça a été fait chez Ubisoft jadis. Puis la gang qui a fait ce jeu-là a engendré une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Tribute Studios, qui ont fait Shredder's Revenge, justement. Ah ben, comme quoi, tout est dans tout. Et dans mon sous-sol, dans une trappe à souris. Au moins, c'est pas Shredder. Au moins, c'est pas Shredder. C'est ça. C'était tout, hein, je pense. Là. Moi, je vais juste dire un truc, c'est que j'avais lu à l'époque, ça fait longtemps, là, on était à une station quelconque dont le nom m'échappe. J'avais lu le premier manga et j'avais vu le film après ou avant, je me souviens plus, ça fait longtemps. Et presque l'entièreté du film est contenue dans le premier manga. Puis pourtant, il y a une série de genre 6 au total. Il y a, comme dans, j'ai envie de dire, absolument toutes les adaptations audiovisuelles, le livre est meilleur, puis il y a beaucoup plus de stock dedans. Oui, mais ce que je voulais... Genre, je veux rien noter au film, j'adore le film. Le film est excellent. Mais c'est vrai que c'est pas mal presque tout le premier, puis il y a tellement, genre, tu sais, je te dirais que il y a beaucoup de personnages secondaires qu'on voit très, très brièvement dans le film qui sont beaucoup plus développés. Mais là où je voulais aller, c'est de dire aux gens à la maison, la série ne sera pas le film. La série risque d'être beaucoup plus proche de l'œuvre originale. Et quand je dis l'œuvre, je parle des 6 volumes plus que le premier volume, qui est essentiellement ce qu'on retrouve dans le film d'Edgar Wright. Donc, il y a du matériel à acquérir une série. Je ne sais pas combien d'épisodes ils ont prévu, là, mais il y a du matériel là, de disponible. Définitivement. Là, moi, cool. ce qui me gosse un peu, c'est que ça fait comme une couple de semaines qu'on est comme Netflix à ça, qu'on va se désabonner, puis là, ils n'arrêtent pas d'annoncer des affaires cool, là. Des Pluto, puis des Gamera, puis des Scott Pilgrim. Je suis comme, là, OK, d'abord, là. Ouais, Pluto, il me donne le goût en maudit. Ben, c'est ça. Bon. On s'en parlera. C'est correct pour cette année, I guess. Maudit Netflix en marbre. Oui. Ils me tiennent par mes sentiments de geek. Ben oui, écoute, c'est tout ce qui nous reste. Hey, j'ai quelque chose aussi lié à la télévision. C'est comme un spécial non officiel télé aujourd'hui, parce que ma première nouvelle était aussi liée à la télévision avec X-Files. C'est quelque chose qui est lié maintenant à Star Trek. Parce que Star Trek, qui est une propriété intellectuelle de Paramount, que Paramount a réalisé il y a une couple d'années, c'est les propriétés intellectuelles connues qui fonctionnent parce qu'il y a une partie de la publicité qui est faite et qu'on va milker ça, comme on dit en bon français. Et là, Paramount Plus ont sorti beaucoup de séries de Star Trek. Il y a Star Trek Picard saison 3 qui est diffusée en ce moment et qui est, je dois dire, excellente. Vraiment super cool. Ça a pris du temps, que t'aimais pas au début? J'ai pas aimé les 2 premières saisons. J'ai trouvé que c'était de la boîte télévisuelle. T'as quand même continué. Là. Ben, j'ai continué parce que c'est Star Trek, puis je hate-watchais ça malheureusement, mais je me disais, bon, on va voir. Puis j'étais très sceptique pour la 3 parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'écart. Il n'y a pas eu de pause entre la 2 et la 3. Mais quand tu regardes la 2, tu comprends un peu ce qu'ils ont voulu faire. J'ai l'impression qu'ils ont voulu économiser sur le décor parce que ça se passe dans le passé, pour les mettre dans la saison 3 qui, ma foi, en tout cas juste au niveau de direction artistique, est fantastique, mais on dirait qu'ils ont engagé du monde qui savent écrire dans 3. C'est ce que j'ai à dire par rapport à la série. Mais c'est pas de Picard saison 3 que je vais vous parler, mais que justement, Paramount exploite la brand. Ils ont aussi Lower Decks, ils ont Star Trek Discovery qui existe. Ils ont une autre série jeunesse en parallèle aussi. Ils ont Strange World qui est aussi très, très, très bon. Je pense que ça recommence en mai. Et là, ils ont annoncé la venue d'une prochaine série qui sera disponible sur Paramount Plus et ailleurs au Canada. Star Trek Fleet Academy. Donc, ça dit exactement ce que ça veut dire. Donc, une série qui se passe dans l'académie de Starfleet dans l'univers de Star Trek. Ça met en vedette une nouvelle classe avec de nouveaux cadets. Donc, c'est pas Kirk puis Spock quand il était jeune. Ça risque d'être des tout nouveaux personnages. On n'a malheureusement pas... la période temporelle dans laquelle tout ça va se dérouler. Il y en a qui disent que ça va se dérouler dans la période temporelle qui est dans Discovery. La série sera coproduite et showrunnée par 2 personnes, Alec Kurtzman, qui parraine tous les projets de Star Trek sous Paramount, et Noga
Landon, que je connais pas, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. Et le premier épisode sera écrit par Gaia Volo pour une production qui commence en 2024. Donc, on a le temps de se faire une idée, là. Ça ne sera pas demain la veille, mais il y a du bon Star Trek qui s'en vient. Il y a une autre saison de Lower Decks qui est en développement. Il y a bien des affaires qui s'en viennent. Même une saison crossover Strange New World puis Lower Deck. Oui. Du live action avec des petits bonhommes. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais comme ça... dans Roger Rabbit. je sais pas comment. Je sais pas la forme que ça va prendre. Ça se peut que les acteurs, en fait, qui incarnent Boiler et... j'ai un autre nom, le nom de personnage là, qui m'échappe, là, mais ressemblent beaucoup à leur personnage animé. Donc, il y a des chances que ce soit eux autres qui les incarnent. Là, je sais pas comment ils vont faire leur compte, mais ça risque d'être pas mal nice. Fait que, ouais, Star Trek, Fleet Academy, nouvelle série de Star Trek prochainement. C'est juste mentionné aussi qu'aujourd'hui, non, demain, les films de la génération Next Generation vont sortir en 4K. En 4K, finalement, ils vont les faire. Cool. Ouais. Donc, en Blu-ray. Blu-ray, ça a fait un bout, c'est sorti. Oui, mais oui. Là, c'est ça, un coffret 4K à UHD Ultra Sound. Tu avais-tu écouté? Parce que tu avais écouté la série dans le temps, Simon, de Star Trek Next Generation. Pour vrai, là, tu même pas besoin d'écouter la 1 puis la 2 de Picard. Puis toi, si tu as apprécié, là, saute dans la 3. Puis il y a des moments, là, puis je sais que c'est du fanservice, mais j'avais le moton, là. Le moton. J'étais comme, c'est le nouveau film de Star Trek qu'on n'a jamais vu, mais c'est divisé en épisodes. Puis c'est pas un défaut, au contraire. Ils ont bien divisé tout ça, là. Mais je suis en train de réécouter Next Gen. Fait que je pense que, sûrement après, je vais skipper. Je pense pas réécouter les films, là, je les ai déjà vus, mais je vais écouter sûrement la saison 3 quand même. Si tu les as déjà vus, ça vaut pas la peine. Comme, non. Ils vont faire référence à des événements comme dans Nemesis, qui était le dernier, mais c'est pas. T'as pas besoin d'avoir vu. Je l'ai pas vu. C'est vrai que j'ai. Là, il faudrait que tu l'écoutes, par exemple, parce que directement lié à ce qui se passe. Tout, ouais, avec. Comment il s'appelle Tom Hardy. Tim Hardy. Il est un très petit Tom Hardy. Un très jeune Tom Hardy. Je me sens pas dans la gang, là. Hey! Vous écoutez quand vous parlez de. Non, mais c'est pas Tintin. Juste que je comprends. J'ai aucun référent. Come on. Vas-y donc, Simon. Ben, à part Picard. Je connais Picard. Tu connais Picard? Luc Picard. Jean-Luc Picard. Il fume une cigarette. Martin Picard. Il est assis sur son banc en train de fumer une cigarette, puis il pleure, puis il pense à l'indépendance du Canada. Du Québec. Du Canada. Et sacrément. Boy! Tabarnouche. J'écouterais, moi, cette série-là de Star Trek. Elle l'aime, Luc Picard. Ouais. Luc Picard, par exemple, il y a un problème avec son centre de gravité parce que quand tu regardes ses performances, il est tout le temps à côté sur quelque chose. Oui, ben soit à côté sur un mur, un cadre de porte, un podium. Ah ouais. Tu sais comment je te le décrivais sur la chaise, là, je l'imaginais de côté, penché vers l'avant. Ah ouais. Ce serait pas bon au badminton. Ça marche. Au badminton, ouais. Ou ça serait un atout. C'est peut-être ça que ses adversaires ne verraient pas venir. Peut-être. C'est ça. OK. Premièrement, ce que j'ai reçu par la poste, tu peux partir le thème de X-Men. Previously on X-Men. Pour ceux qui écoutent la vidéo, j'ai reçu une figurine de Storm. Wow! Hey, classique, vieux style cartonné des années 90. Ouais, genre emballage rétro, mais c'est quand même récent. Ça date peut-être d'1 an, cette figurine-là, avec son costume noir et jaune. Vraiment. Ça, tu l'as gardé dans le carton? Non, je suis pas fou comme ça. Non, mais je veux dire, je trouve que l'emballage comme tel fait partie du trip. Je vais sûrement garder le carton quand même, mais pas le dedans. OK. Je vais la sortir, je vais la mettre à côté de ses amis. Ah ben oui, les X-Men sont tous des amis. Oui. Ben, ils se parlent pas tous. Ils ont de la misère. Ils ont de la misère depuis genre 60 ans. Ouais. Donc, je peux vous parler de 2 films que j'ai écoutés. 2 grands films. Je vais commencer par... vous connaissez... Non, vous connaissez pas ça, mais à un moment donné, j'ai parlé d'un film qu'il fallait pas nommer le nom parce que le réalisateur était un peu... Isolé. Ouais, puis il n'aime pas ça que les gens critiquent ses films, mais on s'en fout. Là. Ça s'appelait The Matchstick Flame, qui était sorti 2 ans, je crois, puis c'est vraiment autoproduit, un Vanity Project encore, mettant en vedette un certain Craig Robert Bruce. Ils ont tout le temps des noms de même, hein, ces gars-là. Ils ont tout le temps des noms fuckés.
Puis là, je ne reviendrai pas trop sur le premier, mais parce que là, le deuxième est enfin sorti. De Matchstick Flame 2, Lunada Bay. Ça, c'est un endroit. Tu peux pas inventer ça. Non. Puis, bon, je sais même pas par où commencer, mais pour moi, ça, c'est un nouveau chef-d'œuvre du So Bad It's Good. Oh wow. La meilleure façon que je peux le décrire, je trouve, c'est en... tu sais, Michael Scott dans The Office, ben imaginez-le si il avait fait un film, ben qu'il voulait faire un film puis que personne lui avait dit non. Oh shit. Ah ouais. Fait que toutes ces idées qu'il y a sur le cinéma, sur ce qui est comme dramatique, tout ça, est dans un film, mais c'est ça. Craig Robert Bruce, c'est vraiment ça. Shit. Puis le film, si vous avez vu Point Break, c'est un peu ça. Lui, c'est un policier qui va undercover dans une gang de surfers qui s'occupent du trafic de drogue à la Lunada Bay. Puis là, évidemment, il y a des surfers qui meurent parce qu'ils prennent une drogue qui s'appelle Galaxy, qui est comme de la coke, mais dangereuse. Puis, donc de la coke. Oui, mais tu sais. Je suis pas un fan de drogue. Puis, comment... L'affaire avec Craig Robert Bruce, c'est que je le trouve attachant. Genre, tu sais, je vois qu'est-ce qu'il voulait faire, puis je suis comme... Oh. Comme Michael Scott, finalement, encore une fois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est le genre de gars que, oui, clairement, il prend des cours d'arts martiaux, mais, tu sais, c'est pas nécessairement le meilleur non plus. Fait que là, tu sais, il y a une très longue séquence où il fait des nunchucks. Ouais. Mais, tu sais, dans des films, mettons... il y a ça souvent, là, c'est un trope, là, genre, t'as quelqu'un qui se fait aller comme soit des nunchucks, des épées ou whatever devant notre héros, puis là, le héros il attend, puis là il donne un coup, puis là l'autre tombe à terre. Ouais. Un peu comme mettons, dans Batman, il y avait ça, Indiana Jones. Là, par exemple, c'est lui qui fait les sparages avec les nunchucks, puis ça dure comme 10 minutes. Il est devant un gars qui attend, puis il se fait aller. 10 minutes, c'est long, là. Ouais, c'est long. Ben, ça file comme 10 minutes, mais c'est genre 3-4 minutes. Ce qui est déjà long, 3-4 minutes. Oui. Suivi... OK, c'est parce qu'il y a ça, puis là, après, il donne un coup au gars qui attend, comme devant lui. Puis, sorti de nulle part, il y a une massue qui apparaît, puis notre héros donne un coup de massue dans les gosses du gars qui est déjà à terre. Puis c'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue depuis longtemps. Parce que ça sort tellement de nulle part. Mais, OK. Fait que là, ce que je vois... c'est calme. C'est bébé. C'est super bébé. Aussi, le héros, pour le deuxième, il a décidé d'avoir des costumes différents quasiment à toutes les scènes. Fait qu'il y a du linge vraiment qui ne fait pas très bien. Qui essaie de mettre... Tu sais, genre un veston de cuir avec un petit chapeau de cuir. Tu sais, imagine le chapeau que tu avais avant, là, Benoît, mais en cuir. Ça, avec une chemise rouge, là, c'est... Il y a certaines personnes, et je ne peux pas vous expliquer l'alchimie derrière, qui sont capables de porter ça, puis que tu vas même pas trouver que ça n'a pas rapport. Mais je sais pas c'est quoi. Il y a du monde, ils ont un genre de... Tu sais, ils ont un petit quelque chose, ils ont un aura. Moi, je porte ça, je me fais péter à la gueule. Non, ben c'est ça, ça marche. Et puis c'est ça, le film met aussi en vedette sa femme qui joue une policière qui est très... qui est tout le temps en attente du mot action. Fait que tu sais, elle est sur place, elle bouge pas. Puis là, le héros, il arrive, puis là, il se parle. Puis souvent, c'est des one-shots, genre. Deux personnes qui parlent. Puis il y a tellement de one-liners cheap, mais tu sais, comme ce qu'on aime dans le action hero, là, tu sais, le Schwarzenegger, Bruce Willis, whatever. Mais là, lui, il en fait, puis c'est tout le temps comme...
OK, je sais ce que tu voulais faire, je trouve ça cute, mais c'est dégueu. Fait que je vous le conseille fortement. Comment on peut trouver ça là, sur les internets? Oui, ben, le premier était facile à trouver parce qu'il était sur YouTube. Celui-là, pour l'instant, il est disponible sur Amazon Prime, mais aux États-Unis, mais aussi, il est disponible sur Tubi. Mais je ne sais pas s'il est disponible Tubi au Canada. Ben, tu changes ton VPN. C'est ça. Changez votre VPN, vous allez le trouver. C'est trouvable. C'est pas un film introuvable. Mais vous allez avoir un esti de bonne soirée avec ce film-là. Je pense que... Tu vois, je l'ai réécouté hier, puis je l'ai encore trouvé excellent. Je l'ai écouté 2 fois en 1 semaine. Wow. Colin, tu donnes le goût, en tout cas. Puis c'est ça, quelqu'un un auditeur que je salue me parlait. Il disait, est-ce que tu es plus excité pour Neil Breen, le prochain Neil Breen, qui s'en vient, ou le 3e Matchstick Flame qui va être en tournage cette année. Puis il y a le 2e de Tommy Wiseau qui s'en vient aussi, qui avait été annoncé il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Moi, c'est le 3e Matchstick Flame. Je trouve ça génial. High praise. Parce que Neil Breen, on sait un peu ce que ça va être, même si c'est tellement une bébite. Mais on a vu on n'est assez... jamais prêt. C'est ça, mais on a vu assez de ses films pour savoir qu'est-ce que ça va être. Puis on sait que ça va être lui devant des green screen pas mal tout le long, selon le trailer qu'on a vu. Tu sais. C'est tout le temps le même crise de film aussi qu'il fait. Là, c'est un peu ça. Tandis que là, Matchstick Flame, oui, c'est un film d'action avec tous les codes qui sont là, mais il y a quelque chose d'excitant de voir où ça va aller. Ouais. Puis je veux pas trop... Je vais finir avec celle-là, puis je parlerai de l'autre film plus tard. Là. Mais au final, ce film-là, j'ai eu une émotion. Chose que j'ai pas en écoutant des films de ce genre-là d'habitude. Mm-hmm. Il y a quelque chose, je veux pas spoiler vraiment la fin, mais il y a quelque chose que tu fais comme OK. Genre, parce que un élément important à savoir, c'est que dans le premier, Matchstick Flame, qui était le père du policier, du personnage principal, était un gars un chef de mafia qui tuait du monde, puis à la fin, il meurt. Mais là, dans celui-là, au début, notre héros va voir la tombe de Matchstick Flame, puis là, il dit « Ah, je m'ennuie de toi, blablabla », parce que là, il y a comme une rédemption qu'on n'a pas vue entre 2 films pour le père qui est mort. Mais tout fait du sens à la fin. OK. Et c'est là que j'ai eu une émotion. Wow, il t'a eu. Il t'a eu. Merci, Simon. Je suis bien curieux. Il faudrait que je le voie. J'ai jamais vu ces films. J'aimerais ça. Je vais vous les envoyer parce que c'est magnifique. Ouais, c'est ça qui est malheureux. Par contre, on pourrait pas vraiment faire un show dédié à ça. Comme tu dis, il est très, très d'attaque. Puis j'ai pas envie d'être dans le trouble en ce moment. Là, on pourrait en faire un spécial derrière le paywall. Ouais, ça pourrait être pas pire. Ça. Ouais. Ou mettons qu'on le fait, mais qu'on fait une faute d'orthographe dans notre titre d'épisode. Ils sont futés, ces dudes-là. Habituellement, il vérifie les... Ouais, c'est ça. Surtout si on mentionne son film plus le nom du réal ou whatever. Il y a des façons de trouver. Je vais répondre à la question de Marc Boucher qui a posé une question en ligne alors qu'on diffuse en live, en vidéo le lundi. Il demande... En fait, il dit qu'à l'épisode numéro 688, on a parlé avec un certain Jérôme Gagnon, qui est un auditeur des Mystérieux. Je ne sais pas s'il nous écoute encore. Là, je te salue, Jérôme. Qui venait parler d'un projet qui s'appelle Cthulhu Invade Oz, qui est en fait un genre de collectif, là, genre de collectif dans lequel il y avait plein d'histoires qui se déroulaient dans le pays d'Oz. Il demande si c'est possible de trouver quelque part. J'allais poser la question à Laurent. Ces genres de petits tirages indépendants, c'est plus compliqué. Il faut que tu tombes sur un commerce qui te garde. Là. Ouais, puis j'ai aucune idée. Moi, je ne l'ai pas vu passer, mais il faut dire que moi, la librairie où je travaille, c'est plus 100% français. Ou en tout cas 99% francophone. Mm-hmm. Fait que je le sais pas. Peut-être plus dans des comic book shops, peut-être directement, peut-être qu'il doit rester des traces de ce Kickstarter. Oui, mais tu peux sûrement les contacter. Là. Mais je te dirais, Marc, va sur Instagram et Jérôme Gagnon a un Instagram, donc tu pourrais rentrer directement en contact avec. Là. Tu risques de le trouver assez facilement.
D'ailleurs, ça me fait suer parce que, puis peut-être, ultimement, c'est une bonne chose parce que là, j'ai plus d'argent qui rentre, là, mais j'ai oublié de fournir, j'ai oublié de contribuer au Kickstarter de Algofa pour Orc Gym, qui avait l'air malade. Puis j'espère qu'il va y avoir un tirage qui est hors Kickstarter, je le sais pas. Je sais pas s'il va le faire. Ouais, ça avait l'air d'être... Il y avait un éditeur d'associés là, qui était la gang de Andy Bélanger, puis... Mais tu sais, je sais pas s'ils sont distribués par des canaux officiels de Diamond ou de quoi de semblable. Ben, sans être diffusé. Mais sans être diffusé par Diamond ou compagnie, là, peut-être que ils traînent du stock là, dans des congrès, ce genre de choses-là. Puis même, il me semble que j'avais checké, puis la plupart de leurs trucs sont moins commandables sur le site internet de l'éditeur. Fait que d'après moi, Orc Gym le sera aussi. Tu n'auras peut-être pas accès à toutes les variant covers. Non. Mais je pense qu'il devrait avoir tu devrais pouvoir les commander. Une possibilité. Pareil, quand ça va sortir. Ça va l'air complètement éclaté. J'aime vraiment ça. Puis la promo était géniale. Fait que désolé Algofa si tu nous écoutes, mais j'ai oublié de contribuer. Puis là, ben, j'ai pas d'argent. Fait que c'est ça qui est ça. Vas-y donc, Laurent. Je peux vous parler rapidement de Kaiju. Parce que Toho a annoncé cette semaine lors du Godzilla Day, je savais même pas qu'il y avait un Godzilla Day. Plus. Je pense que j'ai dit ça l'année passée aussi. Je pense que oui. Ça veut dire. Tous les jours sont le Godzilla Day dans ton cas. Ben, dans mon cœur, oui, mais dans le reste de la vie, les gens m'ont souvent fait comprendre que pas nécessairement. Je salue ta blonde? Comment ça s'appelait? Je salue Camille, une vieille date Tinder de jadis. Elle avait pas aimé le fait que tu t'es sur Godzilla? Il n'y a pas une deuxième date, en tout cas. Ben écoute, tant pis pour elle, c'est ce que je dis. Oui. Okay? Ben, c'est ça. Elle manque bien des affaires. Toi, puis les films de Godzilla. Eh ben, c'est ça. ça. Si t'es pas capable de digérer Godzilla puis Laurent, je sais pas ce qui est... T'as pas de futur, ma grande. C'est impossible. Je sais pas. Je suis désolé pour toi. Ouais. C'est ça. Il en reste juste plus pour nous autres. Toho a annoncé qu'il y aurait un nouveau film de Godzilla qui va sortir le 3 novembre 2023. C'est très bientôt, ça, les amis. Je ne sais pas si vous savez. Fait que j'imagine que c'est déjà entamé depuis un bout. Ben, c'est dans genre 6 mois. Là. Oh, dans 6 mois. Un petit peu plus. Ouais, fait que je sais pas si ça sortira ici, ceci dit. Le réalisateur, c'est un gars qui s'appelle Takashi Yamazaki. C'est son premier film de Godzilla, mais il a réalisé des films déjà, beaucoup de trucs adaptés de manga. Là. Il a réalisé un film de Lupin the Third qui s'appelle The First. J'ai vu 2 films de Doraemon. Ceux-là étaient tous animés. Il a fait 2 adaptations en live action aussi d'un manga qui s'appelle Parasite, un affaire de body horror, d'un gars qui est parasité par un extraterrestre puis qui se transforme. C'est weird. J'ai rien vu de ça, mais ça, c'est pas une suite avec Shin Godzilla, c'est autre chose. Non, il n'y a pas eu de film de Godzilla de la Tour depuis Shin Godzilla. Par contre, j'ai pas l'impression que ça avait l'air de s'inscrire dans cet univers-là. Il n'y a rien qui indiquait je sais, on sait rien encore. Là. Ça va-tu être un autre reboot? Ça va s'inscrire où dans la continuité? Ouais. Je sais pas trop. Ça disait que c'était le 33e film de Godzilla de la Toho. Le 37e film de Godzilla overall. Mais je pense que dans ceux de la Toho, on comprend l'espèce de truc parallèle de 3 animés qui étaient sortis sur Netflix il y a quelques années de cela. Il y en a eu d'autres après, hein, parce qu'il y a eu d'autres séries de Godzilla d'animation. Oui, il y a eu Godzilla Singular Point. C'était-tu bon, ça? L'année passée. Je me pose encore la question. Parce je pense qu'il n'y a personne qui a poursuivi l'écoute de Godzilla, la télésérie d'animation, qui était comme 3 longs films. Ah, moi, tu l'as fini? Avec... Ouais, on l'avait fini. J'ai pas continué. Okay. Moi, j'avais bien trippé sur les 2 premiers, puis j'ai l'impression un peu que c'est ça qui s'est passé avec Singular Point aussi, là, c'est que je suis tout le temps excité par « Oh shit, il prépare ça, ça va être malade », puis que finalement, ça a fini en pétard mouillé un peu. C'est-à-dire que là, le 3e film des séries d'animés, on était comme, on l'avait regardé avec Jake aussi, puis on était tous comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça qu'on voulait. Genre, il se passe rien. Il n'y a pas de grosse confrontation finale. Puis, tu sais, Singular Point, c'est un peu ça aussi, là, dans le sens que c'était super intéressant, mais c'était aussi très, très, très de la hard sci-fi avec des concepts
genre physique, spatio-temporel, vraiment intense que pour vrai, à chaque épisode, j'étais comme moi, il va falloir que je le réécoute 4 fois parce que j'ai rien compris de tout ce qu'il vient de se dire. Puis que genre chaque fin d'épisode, t'es comme holy shit, mais là, ils vont se pogner dans le prochain épisode. Puis là, finalement, dans le prochain épisode, c'est pas ça qui se passe, tu sais. Je suis pas prêt à dire que c'était pas bon. Ouais. Mais il y avait des trucs cool, mais c'est un peu frustrant comme écoute. C'est un peu ma critique face à certains mangas où est-ce qu'ils n'arrêtent pas d'ouvrir des parenthèses conceptuelles, puis en fait, tu sais plus où t'es rendu. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Par contre, j'ai vu aussi une annonce de Bandai, la compagnie de jouets japonaise. Mm-hmm. Qui s'occupe depuis des années de faire tous les jouets, beaucoup de figurines de Godzilla et tout, puis qu'il y aurait une nouvelle ligne qui rassemblerait ensemble toutes les Shin quelque chose. Fait qu'une nouvelle ligne avec Shin Godzilla, Shin Ultraman, Shin... Kamen Rider qui vient de sortir au Japon, puis Evangelion aussi, parce que tout ça est chapeauté par Hideaki Anno. Fait que là, genre, somehow, en quelque part, au moins dans un monde de bonhommes, ces univers-là sont reliés. Fait que je sais pas ce que ça veut dire pour la suite, mais c'est ça. J'ai pas l'impression que ça va être ça, le film qu'on va voir non plus. OK. Est-ce que tu lis un peu de ce qui se fait en comic book de Godzilla de ce temps-ci? Parce qu'il y a l'air d'avoir une couple de séries qui roulent. Ouais, j'en ai une couple qui traîne dans la pile, mais honnêtement, ceux que j'ai lus, à part l'excellent Half Century War de James Tocco, qui est un chef-d'œuvre, je trouve. La série régulière de Godzilla, tout ce que j'en ai lu, c'était comme vraiment ordinaire. Ouais, je vois genre. Fait que là, je sais, comme des fois, j'en ramasse. Là, je suis comme, ah oui, mais c'est Godzilla. Puis là, je suis comme énervé. Mais là, rendu chez nous, je suis comme, ouais, il va falloir que je le lise. Ta pile est déjà pas mal haute. Ouais, c'est ça. Fait que bon, je en reparlerai sûrement un jour. Savez-vous, merci Laurent, savez-vous ce qui manquait à vos vies, là, les gars? C'est moi, je vais vous le dire. Il y a bien des affaires, mais ouais, moi aussi, il y a une couple d'affaires qui manquent. C'est The Hollywood Reporter qui rapporte que Legendary vient de se procurer les droits du populaire jeu vidéo Street Fighter pour une adaptation au petit écran. Donc, on va avoir éventuellement une télésérie de Street Fighter. Et le studio a annoncé déjà, sans spécifier de quoi il s'agissait, de futures collaborations avec Capcom, le créateur de Street Fighter, qui est un jeu vidéo assez important. Donc, peut-être une télésérie de Megaman, pourquoi pas. Street Fighter, bien sûr, jeu qui a été lancé en 87. Il y a un Street Fighter 2 en 91. Et moi, je me plaisais bien à rire du fait que ça a été Street Fighter 2 avec plein de variantes pendant des années. Là, ça n'a pas arrêté. Il y a eu des suites, des spin-offs dans le même univers. Au total, c'est 49 millions de dollars de copies. 49 millions de copies qui ont été vendues à travers le monde. Et il y a d'ailleurs un Street Fighter 6 qui s'en vient le 6 juin prochain. Et il ne faut pas oublier, quoi que certains ont essayé, le film de 94 mettant en vedette Jean-Claude Van Damme, Raoul Julia, qui était son dernier rôle, qui était le César dans Gomez dans Adam Family, Kylie Minogue et Ming-Na Wen. Donc, une télésérie. OK. J'ai pas de problème avec ça. Je suis pas tant fan des beat'em up, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans. Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui manquait dans nos vies? Ben oui, c'était ironique. De toutes les affaires, c'est ça que tu as choisi? C'était ironique. C'est mon spécial télé cette semaine. C'est toutes des nouvelles liées à la télévision. Ça a donné comme ça. Écoute, pourquoi pas? Ouais. Simon, il te restait quoi? Ça peut pas être pire que le dernier Mortal Kombat, de toute façon. Ce film-là, il est pas... J'ai pas catché. Simon? Oui, est-ce que vous voulez que je vous fasse ma critique de l'autre film de Lambada ou que je fasse des Blu-ray release? Je pense que t'es mieux d'attendre Gauthier pour parler du deuxième film de Lambada. OK. Parce qu'il était très concerné par rapport au Lambada Gate. Donc, mais j'ai hâte d'en entendre parler, par exemple. Juste un petit tease pour... le trailer avant le trailer. Là. Oui, c'est ça. Le petit 15 secondes là, qui nous dit qu'est-ce qui va arriver dans le prochain vidéo. Je dirais que le film, c'est comment la Lambada peut sauver la couche d'ozone contre Richard Lynch. Je m'attendais pas à moins. Quoi? Ben oui. Ouais. OK. On va l'apprendre prochainement. Là. Peut-être la semaine prochaine, si Gauthier. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Ah, fuck. Fait qu'on va attendre 2 semaines. Ouais, 2 semaines. On se laisse désirer. Oh non.
Donc, je peux vous faire les sorties Blu-ray. Parlant de films de Vanity Project, il y a le 3e Birdemic qui sort. Birdemic 3, Sea Eagle. Il sort aussi un coffret des 3. Ça sort chez Severin. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Non. OK, non. OK, c'est correct. J'ai entendu la chaise à Laurent, mais j'ai pas entendu de bruit particulier. J'ai eu un update, puis ça fait pas clou dans mes écouteurs. J'ai pas entendu. Tant mieux. Tu couperas tout ça au montage. Je ne pas ça, je pas le temps. Non, je sais bien. Donc, James Nguyen est de retour avec encore des volées d'aigles qui veulent tuer tout le monde à coups d'images, de gifs, puis c'est ça. Moi, je trouve ça plate, Birdemic. Ben, moi, j'aime beaucoup le premier. Le premier parce qu'il est pur. Voilà, c'est ça. Mais à partir le 2, il est pas pur, je l'ai pas vu. Non, le 2, il est plate, puis tu sais. Il est conscient de ce qu'il fait, là. Ben, lui, peut-être pas, mais tout le monde le sait. Tout le monde qui joue dans le film, ou tu sais, tous les gens alentour, puis lui qui essaie de rendre ça plus excitant parce que son premier film a pogné. Il comprend pas le niveau. Fait que ça, tu sais. Ouais, c'est un dîner de con. C'est ça. Le 3 m'intéresse même pas. Là. Si je le vois, ça sera pas tout de suite, en tout cas. Mais pour les fans, le coffret existe. Ensuite, on a Art of Dragon, un film de 85, mettant en vedette Sammo Hung et Jackie Chan. Et là, je vais lire le Google Translate et après, je vais vous dire si je l'ai vu ou pas, parce qu'à un moment donné, je les mélange, les films Jackie Chan avec Sammo Hung. Donc, Google Translate, c'est Tat est un super flic avec plus de stress qu'il ne peut en supporter. S'il n'est pas sur le point de se faire tabasser dans son travail de jour, il veille sur son frère handicapé mental, Dodo, OK, je l'ai vu, qui a besoin d'une surveillance constante au cas où sa nature naïve et gentille est mise à profit. Tat ne veut rien de plus que fuir ses obligations et voir le monde, mais lorsque Dodo se retrouve accidentellement dans la ligne de tir, Tat doit courir le danger et faire le sacrifice ultime pour sauver son frère. C'est drôle l'affaire de Tat puis Dodo. Je sais pas pourquoi ça me titille un peu. Et ça sort sur Arrow Video. Et c'est un film, de ce que je me souviens, c'est un petit peu plus sérieux et ça veut mettre bien de l'émotion en avant. Sauf que c'est quand même Sammo Hung qui joue comme un enfant. Puis c'est un peu étrange. C'est pas pour tout le monde, mais je me souviens d'avoir eu du fun quand même, mais c'était pas le meilleur. Donc, il y a ça qui sort. Et parlant de Jackie Chan, il y a 88 Films qui sort aussi, le film qui s'appelle Gorgeous, un film qu'il a fait en 1999. Voici le Google Translate. La jeune et belle Bu trouve... Tat, Dodo, Bu. La jeune et belle Bu trouve un message romantique dans une bouteille près de son restaurant familial à Taïwan. Sur un coup de tête, elle s'envole pour Hong Kong pour rencontrer son âme sœur potentielle qui s'avère être Albert. Une esthéticienne. Pas Albert. Wow. Albert, esthéticienne. Ben, ils disent Albert, une esthéticienne gay qui se languit de son ex. Okay. Prenant pitié de la jeune fille, il l'amène sur son lieu de travail et elle tombe amoureuse du riche et solitaire C.N. Chan. J'imagine que c'est Jackie Chan. C'est rare qu'il change les noms. Mais lorsque l'ennemi de Chan, Lo, découvre que Chan a un nouvel amour, il décide de ruiner leur bonheur. Moi, celui-là, je ne l'ai pas vu. Puis, ça fait un bout que le Blu-ray est annoncé. Puis, il y a eu du retard pas mal dans la sortie. Fait que, tu sais, je l'ai acheté genre en novembre. Puis, je ne l'ai toujours pas. Mais là, il sort là. Et j'ai hâte de voir parce que c'est ça. Je n'ai pas vu ce film-là de Jackie Chan. Aussi, dans les bonus, il y a 2 music vidéos. Fait que je suis curieux de savoir c'est quoi. Wow, OK, je suis curieux. Parce que Jackie Chan, souvent, va chanter les chansons thèmes de ses films. C'est vrai? Oui, ça arrive souvent. Je savais pas ça non plus.
Ouais, puis là, c'est ça, il y a 2 musiques vidéo. Fait que j'ai bien hâte de voir si c'est ça avec Jackie Chan qui chante avec des extraits de son film. Écoute, il y a 2 semaines, tu nous as envoyé la fameuse séquence où il y avait Jet Li, je pense, qui se battait avec son petit gars, puis que le petit gars a mangé des coups de pied d'en face, puis tu l'as envoyé l'extrait après le show à toute la gang, puis j'étais flabbergasté. Ah oui. Il y a une normalisation de kick d'un petit gars d'en face en Chine. Je sais pas où c'est dans ce film-là, mais Colin. Ah, c'était bon, ça. Ouais, c'était spécial. Et dernier film qui sort la semaine prochaine, c'est Sorority Babes in Slimeball Bowlerama 2. Oh, c'est surtout pas sleazy, ça. Parce que le premier, qui date des années 80, réalisé par David Descoteaux, avec des filles dans un bowling qui sont aussi des démons, qui s'en prennent à des geeks. Et étrangement, on passe beaucoup plus de temps sur les gars dans ces séquences. Si vous connaissez David Descoteaux. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est le 2 qui a été fait l'année passée. Les nanas sont de retour. Les nanas sont de retour. Et il en va de même pour le lutin espiègle préféré de tout le monde, qui exauce les souhaits et qui aime les meurtres. J'aime pas diablotin. Ça. Non, j'aime pas ça, ces affaires-là. Tu sais, les petits diables qui disent « Ah, mais moi, je veux plus jamais avoir faim. » Fait que tu deviens gros, puis comme tu t'es rempli de bouffe à l'infini, puis t'exploses. Ou je veux être riche, puis là, genre, t'as plein de cash, fait que tu te noies dans de l'argent. Tu sais, c'est ce fucking génie lutin qui se pense bien clever avec leur pouvoir magique de cave. Ah, je les haïs. Les haïs, c'est... En tout cas. Wow. Je veux que tout le monde me voit pour tout. Je veux être admiré de tous. Puis là, tu deviens une statue, genre, consciente d'un musée. C'est cette petite crise de lutin qui se pense smart. Là. Il comprend rien. Ah non. Ben, il comprend. C'est ça l'affaire. Il sait ce qu'il veut. Non, il sait ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai, c'est un diablotin. Un diablotin, c'est diabolique. C'est ça. Donc, la maison de la sororité, Pi Ep, a connu des meilleurs jours, mais les filles ont l'intention de recruter des nouvelles recrues. Avec la mère au foyer Anti-Snake comme guide, les vilains hijinks et hilarité commencent. Wow, quelle phrase. Wow. Pendant ce temps, cependant, le bowling Bowlerama a eu une effraction et une évasion. Avec l'évasion du lutin magique et meurtrier comme un combat pour la survie, avec une seule fille mystérieuse détenant les réponses à l'énigme du souhait du lutin. OK, whatever. Le lutin va te trouver une vraie job. Là. Va te trouver une vraie job. Puis, ben, c'est ça. Le film, à l'époque, le premier, mettant en vedette aussi des Scream Queens de l'époque, comme Kelly Maroney, qui était l'héroïne dans Chopping Mall. Il y a aussi Michelle Bauer, Bring Stevens. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Bring Stevens, c'est elle qui réalise le film. Et c'est aussi une amie de David Descoteaux. Fait que, d'après moi, il doit être comme un peu relié à la prod, mais il n'y a pas son nom dans au générique. Ouais. C'est ça. Fait que voilà, pour ceux qui aiment le sleaze et qui aimaient le premier film, ça sent quelle année? 87, tu dis? Genre... Là, on a une suite toutes ces années-là plus tard. Wow. Ouais. On l'avait demandé, ça aussi, hein, on le voulait. Sure. Oui, ça manquait à ma vie. C'est ça. C'est ce que je pense. Sûrement. Il y avait ça, puis la série de Street Fighter. C'est les deux. Ouais. Qu'est-ce qui te reste, Laurent? Merci, Simon. J'avais fini. Ça avait terminé. Ben moi aussi, j'ai terminé. Toi, Simon, aussi, t'as terminé, I guess? Ouais. Excellent. Bon, on va prendre une petite pause. Puis juste avant, je vous rappelle où je vous invite, je vous convoque, je vous supplie, je vous demande de donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Donc, Patreon, c'est une plateforme qui permet de financer les activités des Mystérieux Étonnants, dont non seulement le show du lundi qu'on fait tous les lundis depuis maintenant 17 ans, mais aussi ses spin-offs, ses séries dérivées, dont Noël chez Isidore, qui va avoir un nouvel épisode prochainement, et Terre Kaiju, qui va avoir aussi un épisode prochainement. En échange de votre contribution, vous avez accès à Ben's Affaires, dont Bifurcation, qui est un podcast dédié à plein de trucs. C'est en fait dédié à plein de trucs. Dédié au sujet du jour. Là, de ce temps-ci, on parle de Lynch. On a sorti 2 épisodes. Le cycle Lynch, merci. Avant, c'était le cycle... Qu'est-ce qu'on a fait avant? Cycle des Coen. Avant, on a fait Guillermo del Toro, on a fait Kevin Smith, et éventuellement, on va même faire des mises à jour. Si vous contribuez, ben, vous avez accès à tout ça. Vous avez même accès à tous les archives. Donc, c'est pas parce que le cycle est passé...
il y a 100 épisodes de bifurcation, là, 113 même épisodes, donc il y en a du stock pour vous autres. Comme je vous ai dit en début d'émission, là, je ne sais pas trop comment je vais arranger mon truc, là, parce que avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas évident. Mais éventuellement, il va y avoir d'autres épisodes. Inquiétez-vous pas, là, il va en avoir d'autres, mais c'est juste que là, c'est comme pas vraiment le moment. Sinon, il va y avoir des Terres humaines chez Isidore, qui est le podcast dédié à la série québécoise Terre humaine. Les épisodes sont disponibles en exclusivité, en premier lieu plutôt, sur le Patreon des Mystérieux, puis après, on les met sur notre site Internet, puis ils sont disponibles partout. Donc, c'est juste en avance sur le Patreon. C'est ça. Voilà. Sinon, ils sont sur notre site, ils sont sur les différentes plateformes de balado. D'ailleurs, c'est quoi les différentes plateformes de balado? Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, Amazon Music. Et les 300, après les 300 archives qui sont disponibles sur le fil RSS, toutes les archives des Mystérieux sont disponibles sur notre site Internet directement. Il y a une limitation au niveau du fil RSS. Fait que, c'est beaucoup de stock, hein? Énormément. J'ai rencontré un auditeur ce week-end qui s'appelle Bertrand, si ma mémoire est bonne, Mm-hmm. qui m'a dit qu'il était un auditeur depuis 14 ans. Oui, on a des auditeurs qui sont là depuis 13, 14, 15, 16 ans. Ouais, ça m'a fait sentir vieux. Ouais. Attends, je suis pas là, moi, je suis pas là depuis tout ce temps-là, mais néanmoins. T'étais dans les parages, t'étais pas loin. Ouais, j'étais mystérieux adjacent. Exactement. On est tous un peu mystérieux adjacents. On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com, comme je l'ai mentionné, mais la meilleure façon d'interagir avec nous, c'est sur le Discord des Mystérieux, un lien qu'on vous donne quand vous avez accès au Patreon des Mystérieux Étonnants. Vous pouvez m'écrire directement, puis je vous l'envoie. J'ai découvert la semaine passée, quand j'étais en train de faire l'espèce d'inventaire de toutes les plateformes, puis comment ça fonctionne, qu'il y a une section dans Patreon où les gens peuvent juste écrire. C'est comme un wall des abonnés. Puis là, j'ai fait « Ah, si, le monde demandait le lien là, puis je ne l'ai pas vu tout ce temps-là. » Mais si vous m'écrivez, je peux vous envoyer directement le lien. Et sur Discord, les gens partagent des articles, écoutent des films, écoutent de la lutte le dimanche. D'ailleurs, hier, samedi, dimanche, on a écouté WrestleMania en gang. C'était vraiment cool. Et c'est ça. C'est une belle communauté. C'est comme Internet, mais sans trou de cul. On va se laisser là-dessus. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, New Fantastic Four, Hell in a Handbasket de Peter David et Alan Robinson. Oh yes! Yeah. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, New Fantastic Four, Hell in a Handbasket de Peter David et Alan Robinson. C'était, je pense, une suggestion de Simon à la base. C'est Simon qui l'avait mis dans la liste de suggestions de lecture que nous avons de notre côté. Tu veux-tu le résumer? Parce que je pense que quelque part, tu étais plus familier avec de quoi il s'agissait. Je peux essayer. Ouais. C'est une suite à un petit événement. À quelques numéros d'une run de Fantastic Four qu'il y a eu qui mettait. Les Fantastic Four n'étaient pas là. Mm-hmm. Et c'est Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider et Hulk, mais Hulk version Joe Fixit, qui faisait les New Fantastic Four. C'était 3 numéros, je me souviens pas exactement des chiffres, mais là c'est 347 à 349, je wow, shit! Caroline. Tu connais ça? Oui. C'est comme s'ils connaissaient ça. Ben oui, c'est comme s'ils en vendaient. Puis là, on a une suite des années plus tard qui vient de sortir, en fait, écrit par Peter David. C'est pas lui qui a écrit les numéros à l'époque, mais là, puis ça se passe un peu après. Ouais. Donc, ça dit pas que ça se passe en 89, mettons, là, mais je veux dire... ça a rapport. Puis l'histoire, nos 4 héros sont un peu entraînés. Entraînés, attirés pour aller à Las Vegas parce que il y a un curé qui a découvert un démon qui essayait d'endoctriner des itinérants sous la ville. C'est ça. Puis là, finalement, il les possède toutes avec l'esprit de démon parce que, évidemment, il vient de l'enfer. Et là, c'est ça. C'est notre curé qui va apprendre à travers l'histoire qu'il a, premièrement, des pouvoirs et, deuxièmement, spoiler, qui est aussi le fils de Méphisto. Ouais. C'est ça. Il y a aussi nos héros qui vont se retrouver à Las Vegas
Et les Fantastic Four vont se joindre à tout ça. Voilà, je ne veux pas trop en dire. Moi, c'est essentiellement ça. Je pense que pour contextualiser encore un petit peu plus, c'est vraiment de la BD style bombastique, cartoonesque, un peu à l'image de ce que se faisait dans les années 80. Donc, c'est pas le genre de BD que je ferais lire à quelqu'un pour lui dire « Voici, c'est ce que la BD américaine fait en ce moment ». C'est beaucoup plus un hommage à un style d'écriture d'une certaine époque. Les personnifications sont aussi un peu, disons, datées, mais c'est le fun. C'est comme un gros cartoon du samedi matin, puis moi, c'est ce qui m'a quand même plu. Ça se lit vite, puis ça se lit bien. Mais on va faire le tour rapidos. On va commencer avec Laurent. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça correct. Mettons, dans le sens, je sais pas, comme... C'est des personnages que j'aime, c'est une époque que j'aime. Peter David, je l'aime, mais je pense que le problème, c'est qu'il y a juste trop de monde à la messe, mettons. Tu sais, comme du fait d'amener ces 4 nouveaux personnages-là, puis les 4 Fantastic Four, puis des nouveaux personnages, puis là, je suis comme, tu sais, on a juste 5 numéros, là, il y a trop de monde, on n'a pas le temps. Je trouvais quand même qu'il y avait des bonnes idées, genre dépecer Johnny Storm en morceaux. J'étais comme, ça, j'ai jamais vu ça. Par contre, j'étais aussi surpris de comment tout ça me faisait penser à Crust. Crust? Somehow. Crust? Le truc de Garth Ennis, là. Je veux dire, c'est la version Marvel PG, générale, la version générale de Crust, là. Je veux dire, il n'y a personne qui est, en tout cas... Mais le feeling de genre, les gens normaux alentour de moi sont en train de virer batshit crazy, puis ça devient dangereux, mais c'est comme quand même mes voisins, mes amis, tu sais. J'étais comme, c'est quand même un peu ça. J'ai eu du fun, là, je comprends ce que tu veux dire. C'est effectivement très cartoony et tout, mais je suis comme. Ça manque peut-être de moments forts, de moments wow pour que vraiment ça me marque. Plus pardon? Au-delà de ça. OK. Simon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai eu beaucoup de fun à lire. Je pense que c'est pas une lecture nécessaire, mais c'est un bon divertissement. Ça se prend pas trop au sérieux. J'ai beaucoup aimé le dessin. Ça donnait un petit Wolverine, un petit Spider-Man, je sais pas. Ils sont comme petits, mais condensés. Cute! Puis j'ai aimé... je pense... j'ai beaucoup aimé l'écriture de Peter David qui fait beaucoup de blagues. Il y en a qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont plus faciles, mais il y avait comme un sens du timing dans l'écriture, puis ça a marché pour moi. Puis d'ailleurs, moi, j'ai eu des moments forts dans la BD. Il y a eu un moment où, après, je crois que Wolverine déchiquette Human Torch et que là, il se reforme encore et qu'il dit « Il n'y a pas rien qui peut m'arrêter ». Puis là, tu tournes la page et là, tu as le Joe Fixit, Hulk, qui arrive et qui l'écrase. Puis ça, je fais excellent timing, c'était super bon. Fait que tu sais, il y a plein de moments comme ça que j'ai aimé. Puis aussi, c'est ça. Je pense que pour apprécier cette BD-là, il faut avoir le background que cette équipe-là de 4 nouveaux fantastiques a déjà existé. Moi, je suis allé lire les anciens la première fois que j'ai lu ça. Puis, tu sais, c'était pas nécessaire pour que je comprenne. Tout est là, mais c'est juste que je pense qu'il faut être fan de BD puis d'histoires un peu wacky pour apprécier. OK. C'est vrai que c'est quand même une drôle d'origine, tu sais, comme pourquoi c'est super niche, là, comme pour vrai, c'était 3 numéros, là, presque 40 de 30 ans de tout ça, tu sais, je suis comme, pourquoi? C'est ce team-là, tu sais, c'est super improbable, là. Je pense que c'est ça l'intérêt, c'est comme juste 3 numéros, fait que de le révisiter dans un 5 numéros aujourd'hui, ça fait partie, je pense, du trip. Moi, j'ai eu mon plaisir. Là. C'est pas de la grande BD pour moi. Je suis un petit peu déçu parce que j'apprécie beaucoup l'écriture de Peter David. C'est un gars qui écrit très bien Star Trek. Il a fait de la BD, il a fait des livres. Il a tout fait, ce gars-là. Il a écrit beaucoup de choses. Mais
Mais tu sais, c'est aussi un gars c'est un vieux de la vieille. Puis donc, ce genre de comic-là, pour lui, c'est pas nécessairement ironique. Puis c'est pas nécessairement un regard, disons, enfantin sur une époque qu'il n'a pas connue. C'est une période de bande dessinée que lui, il était déjà des mains dedans. Puis il rend hommage d'une certaine manière. Joe Fixit, même. Ouais, ça se peut. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je m'attendais par contre à plus. La ride est le fun. Par contre, la conclusion, là, qui est un peu la conclusion de Freddy 1, là. Genre, si tu y crois pas, tu sais, qu'ils sortent ça de leur poche à la dernière minute, j'ai fait non, ok, ça, j'embarque pas, je trouve ça trop facile. Moi, j'ai adoré que Ghost Rider fait juste l'écraser à la fin. J'ai beaucoup aimé la personnification de Ghost Rider dans cette bande dessinée. Mais je comprends ce que tu veux dire. Là. Oui, c'est vrai que c'est facile. Puis tu sais, pour les amateurs de Mephisto, là, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une bande-annonce de Marvel qui sort, tout le monde dit « Ah, c'est Mephisto! C'est Mephisto, Colin! » Non, là, Mephisto est impliqué, puis il sert à quelque chose. Le personnage du prêtre est le fun, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de conséquences à la fin. Je sais pas où il s'en va. Je pense que c'est une fin ouverte, mais qu'il n'y aura pas nécessairement de suite. C'est un drôle de personnage. Ben non, parce que ça s'est passé il y a 30 ans. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'il continue à faire des comics qui se passent rétroactivement dans cette période-là avec lui, puis là, c'est de Son of Satan qui l'embarque à la fin. Mais mais dans la timeline, il n'y a pas 30 ans qui s'est écoulé, c'est ça la fin. Non, c'est ça. Ouais, le temps dans le Marvel U est différent. Il est différent, c'est condensé. Mais ouais, c'est la conclusion qui m'a déçu. La raid est fun. J'ai trouvé la personnification du Ghost Rider qui est super cynique parce que tout le long, le prêtre, il est comme, mais là, c'est parce que je suis capable de faire des souhaits, mais je sais pas pourquoi. Non. Mais là, tu dis que la fabrique entre l'univers est en train de s'effriter et comment ça fait ça? Elle sait pas. Il est tout le temps. Tu peux affecter, mon pouvoir peut affecter, peut faire des souhaits, mais pas toi, mais les trucs autour de toi, comment ça se fait? J'en ai aucune idée. Il est vraiment hot, là. Je suis un gars avec la tête en feu, là. C'est ça. C'est tout. Je sais rien, là. Puis à un moment donné, il est dans le ciel, puis il conduit sa moto, là. Puis là, ils sont comme, hein, tu peux conduire ta moto dans le ciel? Ça a l'air que oui. Ben oui. Il est super nonchalant. C'est vrai que c'est bon. J'aime ça, cette personnification-là du Ghost Rider. J'ai beaucoup aimé le moment aussi avec Wolverine au début où, après qu'il parlait à Spider-Man, il fait juste se pitcher en bas du building, puis comme avec ses griffes pognées dans le mur, descend le mur. C'était comme... Ah ouais, c'est Wolverine. Il est too cool for school. Hein. Ah ouais, il doesn't give a fuck, man, dans cette bande dessinée. Wolverine. Là. Il découvre d'ailleurs l'identité de Peter Parker sans la révéler, là, mais il a comme déduit c'était qui. Puis quand il demande comment, parce qu'il y a un petit flashback, Spider-Man insiste beaucoup que dans leur espèce de jet, on passe par là. Mais il n'y a pas de trafic. Ouais, mais on passe par là pareil. Puis là, finalement, il prend une photo à distance qui est publié dans le Daily Bugle. Fait que, Wolverine est comme, ben là, je sais t'es qui. Là. Il est pas cave. Je suis pas cave. Tu travailles ici au Daily Bugle. Il y a quand même un bout intéressant, parce que tout le long, il s'en calisse, mais il y a comme un bout où ce que... Ah oui, il revisite. Il y a comme un des démons qui fait voir l'ampleur de ses crimes, ses péchés, genre. Puis là, il y a comme un moment traumatique de genre, non, tous ces gens que j'ai tués, oh my God. Puis là, je sais comment, mais tu sais, je trouvais ça intéressant, mais je trouve qu'on l'a perdu vite, là, dans le sens que c'était juste un effet temporaire, tu sais, mais j'étais comme... Ouais, parce que plus tard, il y a encore le même effet, mais là, il est comme, c'est ça que j'ai fait. C'est ça. Je suis de même. Hey, j'ai une question pour vous autres, parce que de façon globale, j'ai aimé l'art et le fun. C'est un art un peu daté, là, je trouve, mais c'est le fun. Ouais. Mais les Fantastic Four, là, ils sont lettres. Je sais pas trouvez-vous comme Sue Storm, Mr. Fantastic, ils sont drôlement dessinés. Oui, mais c'est parce qu'ils ont leur look de ces années-là? C'est le look, mais c'est pas juste le look. Il y a quelque chose dans la personnification qui est étrange. Okay. On n'a pas aussi parlé du moment où ce que Doctor Strange dérange. Oui, en train de... Oui. Dans l'acte. Un rare moment de tendresse. Oui, c'est beau, ça. Ça, je dois avouer que ça me fait rire. Là. Il est drôle, ce bout-là. C'était soit lui ou Namor qui allait comme popper. Parce qu'on s'entend que Namor, c'est un clock blocker pour Mr. Fantastic. Oui. Mais, je sais pas. C'est vrai que... en plus que c'est pas la The Thing...
Ben Grimm de Thing qu'on est habitué. Là, à cette période-là, c'était une autre Cheating. Miss. Ouais. Attends, c'était pas une Comme blague, une ça? C'était vrai, ça? Non. Je pensais que c'était lui qui faisait une blague. Non. OK. Il y a eu un bout, si ma mémoire est bonne, au numéro 310 des Fantastic T'es en train de checker en ce moment. Je te vois lire, là. Non, même pas. Non. Où c'était une genre de... Je pense que c'était une Miss Marvel, là. Pas une Miss Marvel qu'on connaissait, mais une autre Miss Marvel, parce qu'il y en a eu plein, Ouais. qui était comme dans les Fantastic Four dans ce temps-là, puis que là, ils ont fait en tout cas, ils ont été exposés, elle puis The Thing, à une nouvelle batch de Cosmic Rays, qui Wow. sont la source des pouvoirs des Fantastic Four. Puis là, ça a fait que The Thing est devenu un genre Uber Thing, là. C'est la bout que la tête Oui, spiky, oui. là, puis qui est comme plus gros, puis... Ah ouais, j'ai zéro souvenir de Puis ça. elle est devenue une genre de... Ben, elle est devenue The Thing, mais là, ils l'ont appelé She-Thing parce qu'on était à cette époque-là. Wow. Fait que... ouais, OK. c'est arrivé. Mais c'est un vrai... Je sais pas qu'est-ce qui est devenu après. Ah ben, on va aller relire là-dessus. Des heures sur Wikipédia. Ouais, il me semble qu'on l'a revu dans de quoi qu'on a lu il y a pas longtemps, mais je me rappelle plus quoi. Pas sûr. Je sais pas. Pense pas. Moi, je l'ai vu dans une coupe d'events là, avec les X-Men, là, que elle était là en même temps que The Thing. C'est une thing? C'est comme en roche pis tout? Ouais. Ouais, c'est vraiment la même. Mystérieusement, toutes les Fantastic Four, ils n'ont pas transformé par elle, mais elle est devenue exactement comme. Pas t'es chanceuse. Ouais. Ben écoute, j'ai pas grand-chose sinon à dire. Je pense que c'est efficace. Ça se ouais. prend bien. Good Comme fun. c'est ça, c'est un petit fun. C'est le fun. Il y a mais c'est vrai qu'en parlant avec vous autres, ça se lit vite. Mais c'est vrai qu'en parlant avec vous autres, je me rends compte à quel point il y a beaucoup d'humour dans la BD que j'avais pas remarqué. Ou peut-être j'étais pas dans le bon mindset pour le lire et de m'en apercevoir, mais ouais, il y a des bons gags. Il y a des bons gags pince sans rire que j'aime bien. Ben ouais. C'est ça. Ouais. Quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. OK. Mais, Excelsior. par contre, Exception. je veux juste mentionner que là, j'ai commencé la nouvelle série de Fantastic Four, écrite par Ryan North, me semble. OK. Puis c'est très bon à date. C'est drôle, moi aussi, j'ai commencé ça cette semaine. J'ai lu 4 ouais? numéros. Wow. OK. Puis je trouve ça très bon à date. Ouais. Puis ça, le 4e, c'est là-dedans qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. OK, c'est ça. Ouais, c'est. Vous êtes intriguant. Ouais. Éventuellement C'est une drôle lecture. parce que c'est un peu. Ça, je pense sans que tu rajoutes spoiler. ça sur la liste. OK. C'est bon. Ouais. Ben, vous le mettrez parce que je connais pas le titre de Ouais. la série. Là. Le trade n'est pas sorti anyway, mais. OK, Léo. Ouais. Sans spoiler, c'est un peu un processus à la Smashtronaut, là, dans le sens que c'est comment il est arrivé quelque chose, on vous dit pas quoi, on attend une couple on le de minutes. découvre. Il y a un peu ça, là, mais c'est un bon payoff quand même. Excellent. Puis Ben- ça arrive vite, ça nous a. Ouais, c'est ça, ça se gagne pas longtemps. Pas niaisant. C'est ça. OK. Bon, ben merci Simon, merci Laurent, merci à vous à la maison. Considérez d'aller jeter un petit coup d'œil à notre Patreon. Merci à ceux qui renouvellent leurs dons. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter quand vous voulez et revenir quand vous voulez. Que tout est repris dans le projet des Mystérieux Étonnants. Sinon, quoi d'autre? Ouais, ben je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais maintenant, chaque 6 mois, c'est important de se faire booster. Même si on ne font pas vraiment la promotion, c'est important de se faire booster. Puis de renseignez-vous. Là. C'est vraiment pas compliqué. J'étais la semaine passée. Puis ça prend un petit 2 minutes pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Donc on se dit à la semaine prochaine si tout va bien. Et faites attention à vous autres tout le monde. Bye. Bye. Ciao. Bye!